Bonjour à tous et bienvenue sur les pages du milieu. On se retrouve ensemble pour un nouveau chapitre avec mes deux acolytes. Julien et Cyril, bonjour à tous. Pourquoi Cyril? Parce qu'en fait j'ai la musique en tête et je me suis dit ok il va déjà nous présenter, en fait non pas du tout. Ok. Il a changé ses petites habitudes. Et par n'importe quel épisode, le dernier du livre 1 du tome 2. Exactement. Déjà Et Et ouais. ouais. Et ça passe vite, hein. Et ouais, donc on se retrouve encore. Enfin, on verra ça après. Qu'est-ce que je dis? D'abord, Tu bavasses. oui, je m'avance un petit peu. Non, comment ça va, les gars, en fait, cette semaine? Bah, ça va bien, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour enregistrer avec tous nos agencements d'agenda. J'ai l'impression que ça fait oui. 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Longtemps. Ça fait pas si longtemps. On devra en parler d'ailleurs avec vous, ça plus tard, mais ça, c'est un sujet pour Pour le off tout peut-être. à l'heure. Mais oui, les agendas, c'est pas facile. Mais par contre, voilà, ici, c'est le dernier chapitre donc du livre. Enfin, on va dire Du 4e livre. du troisième livre. 3e livre, pardon. Mais tout ça pour dire qu'il n'y aura pas de pause, on continue, donc on se retrouve la semaine prochaine Pour sans continuer. problème. Ouais. Pour continuer et retrouver nos compagnons, parce que c'est le dernier épisode où on sera avec Gandalf et compagnie. ouais. Ah. La semaine prochaine, nous retrouvons Nos hobbits préférés. Et pas Merry Pippin. Certes, Ouais. nos 2e hobbits préférés. Ça avec leur séducteur Gollum. en pagne. Ça m'attriste un peu ça, mais en vrai, bon, il faut y passer. C'est juste que j'adore ces parties-là et j'ai quand même l'impression que je préfère. Enfin, t'as plus de personnages, t'as plus de variété dans ce qui se passe. Remarque qu'on va rencontrer plein de personnages aussi. Ah, donc, ouais. Oh, c'est ouais, vrai que chouette. c'était une des parties les plus denses et les plus riches, ce qu'on vient de vivre là. Ouais, Entre ouais, le ouais. Rohan, le gouffre de Helm, Saruman. Ouais, énormément de belles batailles et de beaux moments, quoi. Mhm. Ouais, en même temps, ça va être chouette aussi de. Moi, je suis un peu content de retrouver un peu les hobbits. Ouais, c'est vrai, Moi c'est aussi, j'ai hâte. vrai. Notre petit Sam. On parlera plus de cuisine aussi, notamment, Oh. où il y aura des dysfonctions assez régulières entre Gollum et Sam Gamgee. Ils n'ont pas la même conception de ce qui doit être bon, comment cuire une bonne patate. Qu'est-ce que c'est qu'une patate d'ailleurs, mon précieux? Sur ce, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez nous suivre et nous noter sur les réseaux ou y envoyer vos questions et remarques, ainsi que via mail à lespagesdumilieu@gmail.com. Je vous rappelle que vous pouvez symboliquement nous soutenir sur Tipeee, et encore merci à ceux qui l'ont déjà fait. Ouais, énorme merci. Alors, pour rentrer directement dans le vif du sujet. La semaine passée, nous avions envoyé Papy Sarou au coin pour ses agissements douteux des derniers mois, avions assisté à la tentative de meurtre la plus chère de l'histoire, et donné à la très importante mission de surveiller l'un des êtres les plus puissants de la Terre, à des arbres. Dit comme ça. Ah ouais, dit comme ça, mais voilà, Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? on verra comment ça va se passer, hein, j'imagine que tout va bien se passer. Mais dans ce chapitre, pas de stress, on rattrape les erreurs de la semaine passée, on découvre les pouvoirs de l'arme du crime, et sur ce, je vous laisse entre les mains de mon cher ami Pipin, de mon cher ami Cyril. Chapitre 11. Le Palantir. Nous retrouvons donc notre compagnie quittant Isengard alors que la nuit tombe derrière eux. Ils viennent donc, comme tu l'as dit, FX, de laisser notre Saruman préféré aux mains des Ents. Et aux mains douces de Grima. Oui, c'est vrai. Je savais qu'elle allait sortir, j'ai pas osé la mettre dans l'intro, mais voilà, c'est fait Voilà. comme ça. Enfin, les mains douces qui vont certainement se faire taper sur les doigts après avoir gaspillé ce fameux Palantir. Peut-être. Bon, en tout cas, on leur laisse ça, on reste dans l'ignorance. Je ne veux pas savoir. Et dans le fantasme. En tout cas, notre compagnie s'en va, et des Ents se tiennent solennellement aux portes, alignés comme des statues sans faire le moindre bruit. Merry et Pippin se souviennent de leur première rencontre avec Sylvebarbe tandis que le soleil se couche et que de longues ombres s'étendent sur Isengard et sur ses ruines grises englouties par les ténèbres. Merry se souvient que Saruman, lors de son discours, avait évoqué les hobbits en termes de petites vermines toujours pendues au basque de Gandalf. Mais Gandalf s'en amuse. Il est convaincu que malgré son apparent dédain pour les hobbits, Saruman est maintenant obsédé par eux plus que par n'importe qui et par n'importe quoi. Il est certain qu'il doit se demander qui ils sont, ce qu'ils savent, s'ils ont été capturés, et dans ce cas, comment il se fait qu'ils se soient échappés alors que tous les orques ont péri. Une moquerie de la part de Saruman est un compliment, conclut Gandalf. « Merci, dit Merry. Mais c'est un plus grand honneur d'être pendu à vos basques, Gandalf, et cette position me permet de mieux répéter une question. Jusqu'où irons-nous cette nuit ?» Gandalf rit. « Un hobbit tout à fait indémontable. Tous les magiciens devraient avoir soin d'un ou deux hobbits pour leur rappeler le sens du mot soin et pour les corriger. Nous chevaucherons quelques heures, sans forcer, jusqu'à ce que nous arrivions aux confins de la vallée. Demain, il faudra aller plus vite. »
Gandalf explique que le plan initial, en allant vers Isengard, était de revenir par la suite à Edoras en plusieurs jours. Mais le plan a maintenant été modifié. Le roi doit rentrer maintenant dans sa demeure dès le lendemain. De là, il partira pour Dunharrow avec de nombreux hommes par des chemins de montagne. Dunharrow, tu l'avais déjà dit, c'est cette place forte que l'on voit dans les films. C'est l'endroit en fait où Aragorn et compagnie vont prendre le chemin des morts. Gandalf, donc en fait, voilà, on voit déjà que ça va beaucoup plus vite que dans la conception qu'on a dans les films. Hein. Ici, ils doivent s'en aller très très vite. En fait, il n'y a pas de temps à perdre. Il se rend compte, Gandalf, surtout vous allez voir pourquoi avec la découverte de Palantir, il va en plus y avoir des événements. Mais pas le temps de faire une petite beuverie, malheureusement. Voilà, pour lui, vraiment, il y a urgence. Il se rend compte que là, en fait, le Mordor est vraiment sur le point de balancer toutes ses armées, quoi. Donc c'est vraiment urgent de partir. Éowyn n'a même pas le temps d'apporter une coupe à Aragorn, les yeux remplis de larmes de joie et d'espoir. Mais elle l'a déjà fait, il me semble. C'était sur le chemin de l'allée, ça. C'est vrai que dans le film, ils l'ont transposé plus tard, mais dans le livre, c'était avant. Ouais. Mais pas au milieu d'une beuverie où Legolas et Gimli vont pouvoir s'adonner à leur jeu favori. Non, c'est ce que je disais. Qui peut en boire le plus. Mais donc ça existe, mais c'était transposé. En tout cas, ici, Gandalf est inquiet. Comme je l'ai dit, la bataille du gouffre de Helm a été gagnée, mais leur danger s'en trouve maintenant augmenté. Il y a un lien entre Isengard et le Mordor, un lien qu'il n'a pas encore découvert. Il ne sait comment ils échangeaient des nouvelles, mais ils le faisaient. La route défile lentement, serpentant à travers la vallée. La nuit est maintenant tombée et un vent froid souffle. Les vastes plaines s'ouvrent, grises devant eux. Enfin, ils s'arrêtent. Partant de côté, ils quittent la grande route et regagnent l'herbe fraîche sur les hauteurs. Ils arrivent à un vallon. Ils allument un feu dans un creux, parmi les racines d'une aubépine très étendue, grande comme un arbre, tordue par l'âge, mais vigoureuse dans tous ses membres. J'ai gardé cette petite description de l'aubépine, je la trouvais charmante. Toujours cette description de la nature et des éléments de décor par Tolkien qui est toujours très soigné. On le remarque. On poste des sentinelles par tour de garde. Les autres, après avoir soupé, s'enveloppent dans leur cape doublée d'une couverture et dorment. Les hobbits s'allongent dans un coin à part, sur un tas de fougères séchées. Merry a sommeil. Mais tout à coup, Pipin semble curieusement agité. Il ne cesse de se tourner d'un côté et de l'autre, et les fougères bruissent et craquent. « Que se passe-t-il donc » demande Merry. « Es-tu couché sur une fourmilière ?»« Non, dit Pipin. Je ne sais plus comment me placer. Je me demande depuis combien de temps je n'ai plus dormi dans un lit. »« Compte sur tes doigts, répond Merry. Mais tu dois bien savoir depuis combien de temps nous avons quitté la Lothlorienne. »« Oh ça, dit Pipin. Je parle d'un vrai lit, dans une chambre à coucher. »« Eh bien, Foncombe dans ce cas, dit Merry. Mais cette nuit, je pourrais dormir n'importe où. »« Quelle chance, Merry, murmure Pipin, après un silence. Toi, au moins, tu étais avec Gandalf. »« Oui, et puis ? As-tu pu lui tirer des nouvelles informations ?» demande Pipin. « Oui, pas mal, plus que d'habitude. Mais tu as tout entendu, ou à peu près. Tu n'étais pas bien loin, et nous ne disions rien de secret. Tu pourras aller avec lui demain si tu penses être capable de lui tirer les vers du nez, et s'il veut bien de toi. »« C'est vrai ? Excellent. Mais il est très fermé, hein. Il n'a pas changé d'un cheveu, dit Pipin. »« Oh si, quand même, répond Merry, qui commence à se demander ce qui tracasse son compagnon. Il a grandi, si on veut. Il est en même temps plus gentil et plus inquiétant, plus joyeux et plus grave qu'avant, je trouve. Il a changé seulement. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir à quel point. Il n'y a qu'à penser à la fin de sa discussion avec Saruman. Rappelle-toi, il fut un temps où Saruman était le supérieur de Gandalf, le chef du conseil. Qu'importe ce que ça signifie, il était Saruman le Blanc. C'est Gandalf qui porte le blanc maintenant. Saruman est venu dès l'instant où il a été appelé, et son bâton lui a été enlevé. Puis, on lui a simplement dit de s'en aller, et il est parti. Eh bien, si Gandalf a quelque chose de changé, il est plus fermé que jamais, voilà tout, rétorque Pipin. Cette boule de verre, par exemple, il semblait drôlement content de la voir. Il sait quelque chose à ce sujet, ou il le devine. Mais nous, il nous dit pas ce que c'est. Non, pas un traître mot. Pourtant, c'est moi qui l'ai ramassé, et c'est moi qui les ai empêchés de finir dans une mare. C'est bon, je vais la prendre, mon garçon, c'est tout ce qu'il a dit. Je me demande de quoi il s'agit. Elle paraissait si lourde. Tiens, dit Merry. C'est donc ça qui te tracasse ? Tut, Pipin, mon gars. N'oublie pas ce dicton, celui que Sam avait coutume de citer. Ne te mêle pas aux affaires des magiciens, car ils sont subtils et prompts à la colère. Mais voici des mois qu'on ne fait plus que s'en mêler, dit Pipin. J'aimerais un peu d'information. Tant qu'à être en danger, j'aimerais jeter un œil à cette boule. Dors, dit Merry. Tôt ou tard, tu auras toute information voulue. Mon cher Pipin, jamais un touc n'a surpassé un brandebouc en matière de curiosité. Mais est-ce bien le moment pour l'amour du ciel ? Bon. Qu'est-ce que ça peut faire si je te dis que j'aimerais jeter un œil à cette pierre ? Je sais bien que je peux pas, avec le vieux Gandalf assis dessus, comme une poule sur un œuf. Mais ça n'aide pas beaucoup si tu te contentes de me dire tu ne peux pas, alors dors. Mais enfin, que veux-tu que je te dise ? Répond Merry. Je suis désolé, Pipin.
Mais tu vas être obligé d'attendre demain matin. Après le petit déjeuner, j'aurai toute la curiosité voulue et je ferai de mon mieux pour t'aider à cajoler le magicien. Mais je ne peux pas rester éveillé une seconde de plus. Si je continue à veiller, je vais me fendre jusqu'aux oreilles. Bonne nuit. » Pipin se tait alors. Il ne bouge plus, mais n'arrive pas à dormir. Merry, quant à lui, s'endort très vite. Le temps passe et le silence s'épaissit. Et la pensée du globe devient de plus en plus présente dans l'esprit de Pipin. Il se souvient de son poids entre ses mains, de ses profondeurs rouges, et il n'arrive pas à penser à autre chose. Cela devient tellement insupportable que, sans savoir pourquoi, il se lève et s'enveloppe dans sa cape. Il ne voit pas les gardes, et cédant à son impulsion, il avance discrètement vers Gandalf. Le magicien semble endormi, malgré que ses yeux ne soient pas complètement fermés. Pipin se faufile derrière sa tête et aperçoit enroulé dans un linge sombre une forme ronde entre les bras fléchis de Gandalf. Osant à peine respirer, le hobbit s'approche à pas de loup. Il s'agenouille, tend ses mains et soulève lentement la masse. Elle n'est pas tout à fait aussi lourde qu'il s'y attendait. Il reste là un moment, puis lui vient une idée. Il s'éloigne alors et va dénicher une grosse pierre et revient. Puis d'un seul geste, il retire le linge et enveloppe la pierre dedans et, s'agenouillant, la dépose près de la main du magicien. Ça y est, il a enfin sous les yeux le globe tant désiré. Comme un cristal nu et lisse, à présent sombre et sans vie, posé devant ses genoux. Il s'éloigne rapidement tandis que Gandalf se met à remuer pour s'arrêter aussitôt. Pipin s'en veut directement. Il se rend compte qu'il lui sera difficile de remettre l'objet à sa place, du moins pas avant de s'être un peu calmé. Il décide donc d'y jeter quand même un coup d'œil. Il s'éloigne encore un peu vers une petite butte verte à quelques pas de son lit. Là, il place la boule entre ses cuisses et se penche sur elle comme un enfant glouton recroquevillé sur un bol de nourriture dans un coin à l'écart des autres. Il regarde la pierre, l'air autour de lui semble tendu, inerte. Au début, le globe lui paraît sombre d'un noir de jet, le clair de lune luisant à sa surface, puis il perçoit une faible lueur s'agitant au cœur de la sphère, et elle tient son regard si bien qu'il lui est maintenant impossible de les détourner. Bientôt, tout le dedans paraît s'embraser, la poule est en rotation, où les lumières tournent au-dedans. Soudain, elles s'éteignent. Il étouffe un cri et se débat, mais il demeure recroquevillé, étreignant la pierre à deux mains. Il se courbe de plus en plus en avant, puis il se raidit, ses lèvres remuent un instant sans produire le moindre son, puis il retombe avec un cri étranglé et reste étendu immobile. Son cri est perçant. Les gardes sautent du haut des talus. Bientôt, tout le campement est en émoi. Gandalf grommelle à l'encontre de Pipin tout en recouvrant le globe de son manteau gris, puis s'agenouille autour du corps rigide du hobbit qui a les yeux rivés vers le plafond. Quel méfait a-t-il pu commettre pour lui et la compagnie, pense le magicien, décomposé. Il pose alors sa main sur le front de Pipin tout en checkant sa respiration. Le hobbit frissonne, crie et se redresse, regardant son entourage, l'air ahuri. Eh bien, bravo. « Ce n'est pas pour vous, Saruman, je vais l'envoyer chercher, mais... Ah !» Gandalf retient le hobbit agité qui veut s'échapper et le rappelle au calme. Pipin se laisse retomber, demandant la clémence d'un Gandalf inquiet et inquisiteur. « Dites-moi d'abord ce que vous avez fait. »« J'ai pris la boule et je l'ai regardée et j'y ai vu des choses qui m'ont effrayé. J'ai voulu partir et je ne le pouvais pas. Et puis, il est venu et il m'a interrogé. Il m'a regardé. C'est tout ce que je me rappelle. » Cela ne satisfait pas Gandalf qui insiste. Mais Peregrine ferme les yeux et frissonne, sous le regard silencieux de toute l'assemblée, excepté Merry, qui détourne le regard. Mais Pipin reprend la parole, à chaque fois un peu plus fort et un peu plus clair. J'ai vu un ciel sombre et de hauts remparts, et de toutes petites étoiles. Cela paraissait être très loin et très ancien, mais dur et clair. Puis les étoiles s'allumaient et s'éteignaient. Elles étaient interceptées par quelque chose d'ailé, très grand je crois, vraiment, mais dans le cristal on aurait dit des chauves-souris virevoltant autour de la tour. J'ai cru en voir 9. L'une s'est mise à voler droit vers moi, elle devenait de plus en plus grosse. C'était horrible, non, je puis dire... J'essayais de m'en aller parce que je pensais qu'elle allait sortir du globe, mais quand elle l'eut entièrement couvert, elle disparut. Puis, il est venu,
Il ne parla pas de façon que j'entende les mots. Il me regardait seulement, et j'ai compris. « Ainsi vous voilà revenu. Pourquoi avez-vous négligé si longtemps de vous présenter ? Qui êtes-vous » Je ne répondis toujours pas, mais cela me causait une souffrance horrible, et il me pressait si bien que je dis « Un hobbit !» Il parut alors soudain me voir, et il se rit de moi. C'était cruel, c'était comme des coups de poignard. Je luttai, mais il dit « Nous nous reverrons bientôt. Dites à Saruman que cette friandise n'est pas pour lui. Je vais l'envoyer chercher tout de suite. Vous avez compris ? Dites seulement cela. » Pipin ne peut en dire plus, l'horreur étant trop grande, mais le magicien, lui, demande de le regarder et son visage s'adoucit soudain. Il n'a pas besoin d'en dire plus et lui fait confiance. « Vous êtes un niais, mais vous restez un niais honnête, Peregrine Took. » Des plus sages que lui auraient, à vrai dire, pu faire bien pire, mais il le met en garde contre toute autre tentative. Cette fois-ci, il a eu de la chance. Il n'en aura pas autant la prochaine fois. Sauron, c'était bien évidemment notre cher ami Sauron, ne voulait pas seulement des informations, mais également le Hobbit lui-même, de façon à disposer de lui dans la tour sombre. Enfin, Gandalf pardonne le Hobbit et Merry vient à son chevet. Gandalf rejoint les autres, encore quelque peu secoués, qui s'inquiètent pour leur ami. Les Hobbits ont un étonnant pouvoir de récupération. Le souvenir ou l'horreur de la chose passera sans doute rapidement. Trop rapidement, peut-être. Aragorn, voulez-vous prendre la pierre d'Orthanc et la garder ? C'est une charge dangereuse. Dangereuse, assurément, mais pas pour tous. Il est une personne qui a le droit de la revendiquer, car c'est sans nul doute la palantir d'Orthanc provenant du trésor d'Elendil, déposée ici par les rois de Gondor. Maintenant mon heure approche, je la prendrai. Toute occasion est bonne pour Aragorn pour revendiquer tout ce qui touche de près ou de loin à Elendil. Oui, mais Elendil est passé sur cette terre, Non, je la revendique. Alors, attends, tu vas voir parce que c'est pas fini, je termine juste ça. Ouais, continue, mais il ne revendique pas au hasard. Les Palantirs reviennent de droit aux héritiers d'Elendil et à la maison du Gondor. En plus. Oui, certes, mais Aragorn, il a beaucoup de prétentions sur beaucoup de choses. Non, mais c'est vraiment, dans la tradition numénoréenne, les Palantirs sont des objets... D'ailleurs, on le verra plus tard, désolé FX, mais ce sont vraiment des objets qui ont été donnés donc, par les elfes aux Numénoréens. En tout cas aux Numénoréens, quand ils se sont sauvés, ceux qui étaient encore du côté des elfes quand l'île a sombré et qui se sont sauvés en terre du milieu. Et en fait, ces objets ont vraiment, enfin les rois Numénoréens ont le pouvoir dessus. Et d'ailleurs, ce sont eux qui sont capables de mieux les utiliser. Donc toute personne qui n'est pas d'ascendance numénoréenne, en tout cas descendant d'Elendil ou du frère d'Elendil, celui qui était du fils d'Anarion. Donc soit qui est descendant d'Isildur ou d'Anarion. Tous ceux qui sont descendants d'eux, en fait, ont un pouvoir supérieur sur le contrôle de cette pierre et ont un droit vraiment royal de l'utiliser. Donc c'est pas du hasard. Il fait pas ça au hasard. Non, c'est vrai. Notre cher Aragorn. En tout cas, notre Aragorn vient de revendiquer cette pierre, et à la surprise de tous, Gandalf, en tendant naturellement la pierre à Aragorn, s'incline. Voilà. Faites attention, dit-il. Quand donc ai-je été irréfléchi ou imprudent ? Moi qui ai attendu et qui me suis préparé durant de longues années. Jamais encore. Ne trébuchez donc pas au bout de la route. Habile. Petit rappel d'humilité de notre cher Gandalf envers notre prince héritier. Enfin, notre prétendant au trône. Carrément. Oui, notre roi légitime. Notre roi légitime. On connaît donc enfin le lien entre l'Isengard et le Mordor. La volonté du mal ruine souvent le mal, dit Théoden. Cela s'est vu bien des fois, dit Gandalf. Mais en l'occurrence, nous avons eu une chance étonnante. Peut-être ce hobbit m'a-t-il sauvé d'une grave erreur. En effet, c'est grâce aux hobbits qu'ils connaissent le fonctionnement de la pierre, et il aurait été désastreux que Sauron entrevoie le magicien. Gandalf pense qu'il faut encore garder son implication secrète. L'ennemi pensait, cela est clair, que la pierre se trouvait dans Orthanc. Pourquoi ne le penserait-il pas ? Et que par conséquent le hobbit y était prisonnier, poussé par Saruman à regarder dans le miroir pour son tourment. Cet esprit ténébreux sera empli maintenant de la voix et du visage du hobbit, et d'attente. Il peut falloir quelque temps pour qu'il se rende compte de son erreur. Nous devons saisir ce répit. Donc en gros, ce que Sauron croit en voyant Pipin,
c'est qu'il est en hors-tank et qu'il a donc été capturé par Saruman. Voilà, Et que Saruman lui fait toucher le Palantir pour le torturer ou pour le montrer à Sauron. Et en tout cas, c'est ce que Gandalf suppose pour le moment dans toute la situation. Ce qui est une plus ou moins bonne supposition. Maintenant, on va voir après que malheureusement, les choses vont tourner au vinaigre assez vite. Mais sur ce, du coup, et malgré le fait qu'il pense avoir un petit peu de répit, plus le temps d'attendre. Les alentours d'Isengard ne sont de toute façon plus sûrs, et Homer et 10 hommes resteront avec le roi, et les autres partiront avec Aragorn à sa bonne convenance. Mais, à peine fut ces annonces finies que le ciel s'assombrit et la lune disparut. Le messager de Mordor! Les Nazgûl ont passé la rivière, Ansel! N'attendez pas l'aurore! Que les rapides n'attendent pas l'élan! Gandalf attrape Pipin, court vers ses affaires où Gripoil l'attendait déjà, et part à la hâte, sommant tout le monde de le rejoindre au plus vite. Donc, un Nazgûl est passé, ils ont enfin passé la rivière, donc le peu de répit qu'ils pensaient avoir est évidemment évanoui, le Nazgûl allant donner à Sauron les nouvelles de l'Isengard inondé et détruit d'ici quelques heures, quoi. Donc, tu disais justement qu'ils n'ont plus le temps, et Gandalf se rend compte qu'ils n'ont plus le temps. Là, c'est vraiment la dernière course contre la montre à partir de maintenant, quoi. We are in the endgame, comme dirait... Oui, parce qu'en fait, je pense que ce que croit Sauron, c'est que donc le Hobbit qu'il a vu était celui qui avait été capturé par Saruman et qui était en possession de l'anneau. Exact. Et donc que Saruman était en possession de l'anneau et que du coup là ils pensent qu'ils viennent de récupérer l'anneau en récupérant le Hobbit, quoi. Ouais. Exact. Voilà. Et l'anneau n'est pas pour Saruman, pour Sauron, donc il est important pour lui de le récupérer et de comprendre ce qui se passe. Et même dans le cas où Sauron sait que ce n'est pas le Hobbit qui avait l'anneau, tu vois, parce que c'est encore possible qu'ils se disent bon ben ça, enfin voilà, je sais que l'anneau, enfin j'en sais rien. Le simple fait que Isengard est foutu et que toute l'armée est dévastée, ben voilà, Sauron lui il va être en mode dernière ligne droite, quoi. Donc mais ça il ne le sait pas encore, hein. Le Nazgûl arrive justement à Isengard pour prendre des nouvelles et voir ce qui se passe. Il est en train de partir directement, donc je suppose que parce que Saruman ne répond pas, d'autant plus, ça je vais en parler par la suite. C'est qu'en fait Saruman ne répond pas aux appels de Sauron via le Palantir, puisque déjà il n'y répondait plus parce que Isengard était attaqué, et maintenant il n'a même plus de moyen de répondre vu qu'il n'a plus le Palantir en sa possession. Ce qui fait que Sauron peut se dire soit il est rebelle, soit il y a un souci, ou les deux. Mais je rajouterai, mais ça j'en parlerai à la fin. En fait, Sauron sait déjà depuis très longtemps à ce moment-là que Saruman est un rebelle. Mais il l'utilise, en fait il le manipule, mais il sait depuis très très longtemps que Saruman essaie de le trahir, mais il continue, mais il lui accorde une certaine utilité. Il arrive à lire en lui, notamment grâce au Palantir. En fait, il arrive à lire en lui, et même, c'est ça, parce que on reviendra à la fin de l'émission, parce qu'il y a des choses à préciser sur des sujets ou des questions qu'on avait eues, et on reviendra sur une question qu'on avait eue sur comment Sauron apprend que l'anneau est en comté, et en fait il apprend, enfin vous verrez, je vais pas tout dévoiler maintenant, mais que il apprend très très vite, avant que les Nazgûl arrivent en comté, que Saruman est en train de trahir déjà. Donc il le sait depuis très longtemps que Saruman est un traître, mais il lui sert d'une certaine manière. Encore. Je terminerai avec cette petite intervention de notre cher ami Merry. Quelle belle et reposante nuit, dit Merry à Aragorn. Il y en a qui ont une sacrée veine. Il ne voulait pas dormir et il voulait chevaucher avec Gandalf. Et le voilà parti. Au lieu d'être transformé lui-même en pierre pour rester ici, à tout jamais en guise d'avertissement. Si vous aviez été le premier à soulever la pierre d'Orthanc, et non lui, qu'en serait-il à présent, dit Aragorn. Vous auriez pu faire pis. Qui saurait le dire? Mais maintenant, c'est votre sort de venir avec moi, je crains. Et tout de suite, allez vous préparer et apporter ce que Pipin a pu laisser là. Faites vite. Merry, il plaisante, mais il n'a pas encore conscience de ce qu'il va vivre prochainement, chevauchant avec les Rohirrim. Et surtout qu'il ne va peut-être plus revoir son cher compagnon de toujours, Pipin. Mais oui, moi ça m'a choqué en réalisant le chapitre, cette séparation est très abrupte, très forte, et ils se rendent pas compte, hein. Ils se disent pas au revoir, il y a vraiment
Dans le film, il y a cette sensation de peut-être qu'ils ne vont jamais se revoir, ils ont le temps de le conscientiser, alors que là, pas du tout. Pas du tout. Ouais, on va peut-être se revoir dans 2 jours, il y a pas de souci. Non. C'est dans la même vibe en fait que tout ce qu'a fait Gandalf, même depuis le Hobbit presque, mais surtout de ces derniers jours. C'est Gandalf voit un truc. Et il fait pas annonce, il se barre. Hey, les gars, vous avez vu ce qu'on a vu, faudrait peut-être qu'on y aille. Il voit le truc et il y va. Et franchement, si je pouvais avoir des joueurs comme ça dans mes jeux vidéo qui voient un truc et qui agissent, ce serait incroyable, on gagnerait toutes les games. Mais c'est vrai, quoi. Là, il est entre le moment où le Nazgûl a fait son premier cri et le moment où il est parti, il y a 17 secondes qui se sont écoulées, quoi. Mais il n'a pas le choix, là c'est le temps presse. Le temps presse. Non, pas presse. Belle-Ville, par contre. Non, mais c'est vrai, ça rappelle encore une fois cette notion que le temps... En fait, on avait beaucoup parlé au début du livre que le temps était beaucoup plus élagué que dans les films. Or, plus tard, à partir du moment des batailles, etc., le temps est étalé plutôt que élagué. Parce qu'élagué, justement, c'est que c'est raccourci. Quand tu élagues un buisson, c'est que tu le coupes, que tu le tailles. Voilà, moi qui veux utiliser du vocabulaire. J'essaie de faire sens de ce que tu disais, j'étais là, attends, quoi ? Non, beaucoup plus étalé, ouais. Et là, pour le coup, il est élagué. C'est plus resserré, il paraît... Ça passe très vite, quoi. On en avait déjà parlé, mais toute l'action de toute la guerre de l'anneau s'étale sur combien de temps ? Quelques mois. C'est quelques mois seulement, c'est pas une année plus ou moins ? Non, parce que ça se finit, je pense, sans vérifier, mais il me semble qu'il quitte la comté vers septembre, un truc comme ça. Oui. Et il rentre en comté en mars. Parce qu'ils partent après l'anniversaire de Frodon. Et ils reviennent en mars. 7 mois, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est finalement dans les films, ils disent que ça prend 1 an, ce qui est admissible. Quand tu vois le film, tu te dis, oui, il y a eu 3 films, tu sens que c'est un peu long, mais sans savoir vraiment, ni voir les saisons à travers lesquelles ils passent. Après, mais là, plus tard, dans les chapitres avec Sam et Frodon, on va voir, parce que j'en travaillais un justement cette semaine, quand ils vont être confrontés, faire face à la porte noire qui est fermée, qu'ils vont devoir rebrousser chemin pour trouver une autre entrée, ils vont s'approcher très fort du Gondor et être en Ithilien, à la frontière entre le Mordor et le Gondor. Et là, ils vont voir enfin le printemps arriver. Okay. Donc on sera déjà vers fin février, début mars à ce moment-là. Donc on sera... peut-être dans le dernier mois de leur aventure. Après, je disais, je suis pas déçu dans le sens où 7 mois, c'est quand même conséquent pour ce genre d'aventure. Au final, on est d'accord, il se passe pas énormément de choses. On part de la comté, on va à Foncombe, ils essaient d'aller à Minas Tirith, etc. Boum, gouffre de Helm. Et maintenant, on part déjà pour la bataille finale, entre gros guillemets. Donc, voilà, c'est vrai que 7 mois pour tout ça, c'est déjà énorme, quoi. Mais ce qui s'explique aussi par le fait qu'ils sont restés très longtemps à Foncombe, en pause. Ouais, c'est vrai. Et en fait, ils sont restés presque tout l'hiver à Foncombe, et c'est ça qui a pris énormément de temps, parce que si on regarde les événements des 2 tours, ça se passe sur 2 semaines. Ouais, c'est ouf. Et pour la compagnie d'Aragorn, et pour Frodon et Sam, plus ou moins, il se passe que 2 semaines, et plein de choses durant ces 2 semaines-là, mais ils vont rester à Foncombe bien 1 mois et demi, 2 mois, dans mes souvenirs, le temps que tous les rôdeurs et les elfes aillent faire les éclaireurs, en fait, et acquérir des nouvelles. Parce que si on se rappelle bien, il parlait à ce moment-là de chutes de neige qui venaient des montagnes. Et du coup, il se passe un long moment, en fait. Et puis, il faut aussi se rendre compte que l'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est la conclusion de tout un plan qui est mis en place par Sauron depuis bien plus longtemps. Enfin, en tout cas, ça fait longtemps qu'il recouvre ses forces, qu'il essaye d'avancer, de préparer ses armées et de taper un coup, quoi. Saruman, pareil, ça fait un petit temps maintenant qu'il fortifie Isengard en secret. Donc voilà, c'est le moment où il lâche il bombarde, mais ça fait longtemps que ça couve en dessous de ça. Gripoil vole sur les plaines et en moins d'1 heure, ils ont déjà atteint et franchi les gués de Lysène. Le tertre des cavaliers et ses froides lances se trouvent vite derrière eux. Pipin se remet de son expérience traumatique avec le Palantir. Il a chaud, mais le vent sur sa figure est vif et réparateur. Et puis, il est avec Gandalf. L'horreur de la pierre s'estompe donc, et il respire profondément. « Je ne savais pas que vous montiez à nu, Gandalf, dit-il. Vous n'avez ni selle ni bride. » Oui, quand il dit que Gandalf monte à nu, cela ne veut pas dire que Gandalf est nu dans le vent, c'est-à-dire qu'il ne porte pas de selle. Quel dommage, comme Tom Bombadil, finalement. C'est pas si étonnant dans cet univers-là. Tom Bombadil, il se baladait nu sur les collines, vous vous souvenez pas ? Ah non, je me souviens pas. Non. Mais si, il faisait ça, il me semble.
Il me semble qu'il faisait ça. Ou alors, c'est moi qui ai déformé avec nos conversations, mais je pense que c'est toi qui as déformé. C'est sûr ? Ouais, je pense bien. C'est un rêve. Moi, je suis quasi certain qu'au moment où il sauve les hobbits, il se met nu et il se balade sur les. Ça, c'est exact. Quand il sort des tertres, il se met nu et il court dans les collines. Oui, mais c'est pour célébrer. C'est autre chose. Non, mais donc il le fait. Donc il y a vraiment des personnages qui le font dans Seigneur des Anneaux. Ouais, mais il ne chevauche pas à nu avec un hobbit derrière lui. Non, mais il chantonne en bondissant dans les collines. Bon. Oui, ma foi. Il y a quelque chose de similaire en tout cas. Nous n'oublions pas d'ailleurs que Gandalf, lorsqu'il a été ressuscité par Ilúvatar, il s'est retrouvé nu pendant plusieurs jours, de longues journées sur la montagne en haut de l'escalier sans fin. Donc il y a un attrait pour les personnages puissants et barbus d'être nus. Mais Jésus n'était-il pas nu lorsqu'il a ressuscité, enveloppé d'un simple linceul? Il était dans un linceul blanc. Il portait pas de slip en tout cas. Je ne monte à la façon des elfes que sur Grippoil. Il ne veut pas de harnais. On ne monte pas Grippoil. Il veut bien vous porter ou non. Il court en ce moment aussi vite que pourrait galoper le cheval le plus rapide, mais ce n'est pas vite pour lui. Voyez comme les montagnes blanches approchent déjà sous les étoiles. Là-bas sont les aiguilles de Tirhirn, telles des lances noires. Nous allons atteindre l'embranchement des routes et nous arriverons avant peu à la combe du gouffre de Helm où s'est déroulée la bataille il y a 2 nuits. Pipin reste de nouveau silencieux un moment. Il entend Gandalf chanter doucement pour lui-même, murmurant des brefs fragments de poésie en diverses langues, tandis que les milles défilent sous leurs pieds. Enfin, le magicien passe à une chanson dont le hobbit saisit les paroles. « De grands vaisseaux et de grands rois, 3 fois 3, qu'ont-ils apporté de la terre effondrée, sur le flot de la mer, 7 étoiles et 7 pierres et un arbre blanc. Mais que dites-vous, Gandalf » demande Pipin. « Oh, je récapitulais seulement quelques chansons de la tradition. Les hobbits ont dû les oublier, je suppose, même le peu qu'ils ont connu. Les 7 étoiles et 7 pierres parlent des Palantiri, appartenant au roi de jadis. Et qu'est-ce que cela ? Ce nom signifiait « ce qui regarde au loin ». La pierre d'Ortanque en était un. Pris d'une grande bonté, Gandalf se résout à partager à Pipin tout ce qu'il sait à propos des Palantiri et leur utilisation. Il espère peut-être secrètement se débarrasser des questions intempestives de son passager. Il lui explique que les Palantiri viennent d'au-delà de Luistreness, d'Eldamar, créés par les Noldor. Peut-être Fëanor les travailla-t-il en personne, en un temps si ancien que l'on ne peut les mesurer en années, mais cela n'a pas empêché Sauron de les corrompre, causant la chute de Saruman qui avait gardé le sien jalousement et secrètement, sans en informer quiconque du Conseil Blanc. Les membres de ce conseil ne s'étaient pas encore penchés sur le sort des Palantiri du Gondor dans ces guerres ruineuses. Les hommes les avaient presque oubliés, et même en Gondor, c'était un secret connu seulement d'un petit nombre. Leur utilisation permettait de voir à grande distance et de s'entretenir en pensée les uns avec les autres. C'est ainsi que les rois gardaient contact longtemps et qu'ils unirent le royaume du Gondor. Ils installèrent des pierres à Orthanc, dans le cercle de l'Isengard, mais aussi à Minas Ithil, que l'on connaît maintenant sous le nom de Minas Morgul, car elle a été reprise par les Nazgûl ainsi que les orques. C'est d'ailleurs certainement cette pierre dont Sauron s'est emparé lorsqu'il l'a conquise et en a fait Minas Morgul, tandis que les 3 autres étaient très loin dans le nord. On dit dans la maison d'Elrond qu'elle se trouvait à Anuminas et à Amonsul, et que la pierre d'Elendil était sur les collines de la Tour qui font face à Mithlond, dans le golfe de Lune, où se trouvent les vaisseaux gris. Donc Amonsul, évidemment la tour sur laquelle ils ont... Là où Frodon s'est fait poignarder. Exactement. C'est une tour núménorienne. Et les Palantiri se répondaient individuellement. Il apparaît maintenant que le Palantir de la tour d'Orthanc y a subsisté, mais que seul, il ne pouvait voir que de petites images de choses lointaines, voire même de jours reculés. C'était sans nul doute extrêmement utile à Saruman, mais il voulait en pousser l'utilisation. Il portait le regard de plus en plus loin, jusqu'à contempler Barad-dûr, et c'est là qu'il fut pris par l'ennemi. Son regard vagabond vers des contrées lointaines a dû être piégé et retenu, et depuis lors, il a été persuadé de loin ou dompté quand la persuasion ne suffisait pas. Depuis combien de temps il est sous le joug du Mordor, seul lui pourrait le dire. Mais à présent, la pierre d'Orthanc est tellement fixée sur Barad-dûr que quiconque y regarde, s'il n'est doué d'une volonté inflexible, y portera rapidement sa pensée et sa vue. « Oh, je voudrais bien avoir su tout cela plus tôt, dit Pipin. Je n'avais aucune idée de ce que je faisais. »« Oh, si, dit Gandalf. Vous saviez agir mal et stupidement. Mais vous aurais-je décrit ceci plus tôt que votre désir n'en aurait été pas atténué, au contraire. Non, une main brûlée est la meilleure leçon. Après, les avis sur le feu vont droit au cœur. » Maintenant tout cela partagé, le magicien s'attend à un peu de quiétude et plus du tout de questions pour au moins une bonne partie du voyage. « Mais Gandalf, j'aimerais bien savoir... »« Oh, pitié !» s'écrie Gandalf. «
S'il faut continuer à donner des renseignements pour guérir votre curiosité, je passerai le restant de mes jours à vous répondre. Que voulez-vous encore savoir ? Oh le nom de toutes les étoiles et de toutes les choses vivantes, et toute l'histoire de la Terre du milieu, du super-ciel et des mers isolantes, réplique Pipin en riant. Bien sûr, quoi de moins ? Mais bon, je ne suis pas à cette mi-près. Pour le moment, je m'interroge sur l'ombre noire. Je vous ai entendu crier « Messager du Mordor ». Mais qu'était-ce ? Que pouvait-elle faire en Isengard ? Oh, cela, c'était un cavalier noir monté sur des ailes, un Nazgûl. Il aurait pu vous emporter à la Tour Sombre, bien qu'il ne savait pas qui vous étiez. Il y a 200 lieues ou plus à vol d'oiseau de Barad-dûr à Orthanc, et il faut au moins quelques heures, même pour un Nazgûl, pour aller de l'un à l'autre. Mais Saruman a certainement regardé dans la pierre depuis l'expédition des orques, et sa pensée secrète a été plus largement lue qu'il ne le voulait, je n'en doute pas. Un messager a dû être dépêché pour découvrir ce qu'il faisait, et après ce qui s'est passé cette nuit, en viendra un autre, et sans tarder, je pense. Ainsi, Saruman ira jusqu'à l'extrémité du vice où il s'est engagé. Il n'a pas de prisonnier à envoyer. Il n'a plus de pierre pour voir, et il ne peut répondre aux convocations. Sauron croira seulement qu'il retient le prisonnier et refuse d'user de la pierre. Il ne servira à rien à Saruman de dire la vérité au messager, car l'Isengard a beau être en ruine, lui est toujours sain et sauf dans Orthanc. Ainsi, qu'il le veuille ou non, il paraîtra toujours rebelle aux yeux de son maître. Je ne puis déterminer ce qu'il va faire dans une telle situation, et je ne saurais dire si cela arrangera nos plans. Peut-être les conseils de l'ennemi en seront-ils brouillés ou entravés par sa colère envers Saruman. Peut-être apprendra-t-il que j'étais là et que je me tenais sur les marches d'Orthanc avec les hobbits derrière moi. Ou bien apprendra-t-il qu'un héritier d'Elendil vit toujours, qui se trouvait à mes côtés. C'est là ce que je crains, et c'est pourquoi nous volons vers un danger plus grand. Chaque pas de Gripoil nous porte plus près du pays de l'ombre, Peregrine Took. Ça, c'est une chose aussi intéressante que je voulais modifier à chaque fois dans mes chapitres que je traversais. Il y a une grande différence en fait par rapport au film, c'est que dans les films il est assumé que Sauron connaît l'identité d'Aragorn, certainement via Saruman, et qu'il a eu vent qu'un héritier venait potentiellement pour le détruire, alors que là, dans les livres, à ce stade-ci de l'histoire, il est éventuellement possible que le vent du retour de l'héritier d'Elendil lui soit parvenu, et encore ce n'est même pas certain. Ouais, bien sûr. Donc il est fort probable qu'en fait Sauron ne découvre l'existence d'Aragorn ou sa survie que lors du retour du roi, peut-être au moment où il va faire marche sur la porte noire. Donc vraiment tout à la fin. Mais ça c'est assez global, ça vient aussi de cette représentation qu'on a dans les films de cet œil qui voit un peu tout. Alors que ce n'est pas vraiment le cas dans les livres du tout en fait. Enfin, c'est pas un œil déjà. C'est une image. C'est pas un œil et même on suppose qu'il a une forme un peu physique parce que moi j'ai lu des textes sur les Palantirs hors Seigneur des Anneaux et écrit par Tolkien ou son fils et il est dit que par exemple Sauron n'était pas tout le temps 24 heures sur 24 sur sa boule, donc en fait il n'avait pas tout le temps en communication avec Saruman, donc il se déplace, donc en fait il a une forme physique encore, hein. Faudrait se renseigner, mais je considère moi que il a une forme physique dans Barad-dûr, même si elle est encore très faible par rapport à c'était quoi là, c'était le nécromancien. Mais que voilà. C'est ça. Il est en tout cas, il n'est pas. C'est pas cet œil qui voit tout et qui sait un peu tout, omnipotent, pas du tout d'ailleurs. On utilise cette image dans le livre, c'est pour ça qu'elle a été récupérée dans le film, mais c'est clairement pas. C'est complètement une métaphore. C'est métaphorique ou c'est vraiment Sauron dans le Palantir, justement. C'est ça, cette forme de l'œil en fait dans les livres, elle est purement métaphorique et elle permet aussi de montrer, avec le contrôle des Palantirs restants que Sauron a, ça lui permet d'avoir un œil, on va dire, sur une grande partie de la Terre du Milieu. Et c'est pour signifier son pouvoir, mais il a une forme physique, bien qu'il soit très diminué, pas à la manière d'un Voldemort dans Harry Potter où il serait chétif et minuscule, mais il est réduit et quand même reste en Barad-dûr, il ne va pas commencer à se promener. Et vous allez voir qu'il ne savait même pas, par exemple, ça on en discutera encore après quand on abordera des questions plus spécifiques, mais il ne savait même pas où était la comté quand il a appris que l'anneau était possiblement compté, il ne connaissait pas la comté. Ce qui fait sens, puisque la comté a été créée tardivement, et lui, il était déjà plus en forme physique depuis... Enfin, il est en forme physique, mais très diminué. Il avait été déjà battu par Isildur bien avant, des milliers d'années avant la création de la comté. Donc, et même Gollum ne savait pas où était la comté. Donc pour vous dire, il ne sait pas tout,
il est vraiment, c'est un roi dans sa tour, quoi. Ouais. Et il au Mordor et le reste du monde lui reste quand même relativement inconnu. Donc c'est grâce inatteignable, à part avec ses Nazgûl, quoi. Donc c'est grâce aux informations de Saruman qu'il a pu envoyer les Nazgûl en comté, vu qu'il n'en connaissait pas l'existence. Vous allez voir, je vais expliquer après, mais peut-être d'abord terminons sur ce chapitre et puis on en viendra aux questions comme promis. Et à toutes ces informations que lui révèle Gandalf, Pipin ne répond rien, mais saisit son manteau, comme pris d'un froid soudain. Une terre grise défile sous eux. « Voyez maintenant, les vallées de l'Ouest-Fold s'ouvrent devant nous. Nous voici revenus à la route de l'Est, l'ombre noire que l'on voit là-bas est entrée de la combe du gouffre. Notre voyage prendra fin à Minas Tirith, avant que le flot de la guerre ne l'entoure. C'est loin, Minas Tirith ? 3 jours de route à vol de Nazgûl, et espérez que nous n'en ayons pas à nos trousses. Si nous avons de la chance, vous verrez bientôt les murs blancs de la tour de Denethor. En avant maintenant, Gripoil. Cours, montre-nous ce que célérité veut dire. » Gripoil dresse la tête et hennit, puis il s'élance dans la nuit. Et la musique, et on les voit chevaucher comme ça. Et nous sommes déjà presque à Minas Tirith. On peut mettre Fly from Edoras maintenant. Ouais, on pourra mettre la musique. La 21. Peut-être que vous l'entendez actuellement, voilà. plus belle musique des 3 films. Mais donc voilà, c'est fini pour nos héros dans ce livre 2. Donc la prochaine fois que nous les retrouverons, c'est ça, dans le Retour du Roi. Hein, déjà. Ouais. Voilà. Et la semaine prochaine, donc, nous attaquerons avec nos hobbits préférés. Ouh. Mais donc, chapitre de clôture, s'il en est. Beaucoup de chapitres courts ici. Hein. Ouais. Nous, on s'en rend fort compte, évidemment, parce que quand on les travaille, ça se voit. Peut-être quand on les lit, on fait moins attention. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment un chapitre, un trajet, un chapitre, une action, un chapitre, un trajet. Très découpé. Hein. Et ça fait quoi, quand même parce qu'on dit que ça va vite à Fort-le-Corps, au gouffre de Helm, mais ça repart très vite à Minas Tirith également. Oui, et en même temps, ça fait combien de chapitres qu'on est juste entre le gouffre de Helm et Isengard ? 4. Tu vois 4 seulement. Ouais, mais c'était juste le trajet. Le trajet Isengard, retrouver les amis, confronter Saruman et maintenant partir. 4 chapitres. Et voilà. Et on en apprend plus sur les Palantirs. Peut-être qu'on peut parler un peu plus des Palantirs, justement, vu que c'est le chapitre. Transition, avant de répondre aux questions et de parler un peu d'autres sujets, mais pour clôturer par rapport à ce Palantir, qu'on découvre ici, hein, donc Julien, tu l'as dit, c'est donc sont des pierres. Oui, tu nous disais en off que tu avais plein d'infos croustillantes sur les Palantirs. Oui, alors, en fait, comment j'ai ces infos croustillantes et même les infos que je vais vous donner après, c'est parce que j'ai eu l'honneur de recevoir pour mon anniversaire par Julien le livre Les Contes et légendes d'Inachfix également. Il n'est pas étranger à ce cadeau. C'est vrai. Mais donc, j'ai eu l'honneur de recevoir plusieurs livres, dont Les Contes et légendes d'Inachfix, que je n'avais pas encore lu, et qui s'est trouvé être une lecture vachement enrichissante, surtout pour ce podcast, parce que ça aborde plein de choses, donc je vous le conseille. Il y a des chapitres sur chaque âge, vraiment du premier âge jusqu'au dernier âge, plus des chapitres spécifiques sur les Palantirs, sur les Istari aussi, comme on avait parlé la semaine dernière. Donc sur les Istari, ces magiciens dont font partie Gandalf, Saruman, Radagast et même les mages bleus. Enfin voilà, donc il y avait un chapitre sur les Palantirs et j'en ai appris un peu plus. Je me disais que c'était intéressant de vous partager quelques informations, si bien que on n'en connaisse pas énormément de choses, de plus que ce que tu as dit là. Donc on sait que ce sont des pierres qui ont été créées par les Noldor, donc ce peuple d'elfes arrivé en second sur les terres d'Aman de Valinor lors de la grande migration. Les Noldor, ce peuple très puissant dont les représentants sont évidemment le plus grand Fëanor, qui a créé, je vous ai expliqué ça dans la FAQ, vous pouvez vous y référer, tout ce voyage jusqu'à la création de Gondolin. C'est ce peuple Noldor qui a poursuivi Morgoth en Terre du Milieu pour récupérer les Silmarils. Et donc, Fëanor, un des plus grands Noldor, aurait créé aussi ces Palantirs lors de toutes ces grandes créations, les Silmarils. D'ailleurs, question. On avait Gil-galad, et puis il n'y a plus personne après Gil-galad, c'est ça ? Ouais, les Noldor se sont éteints en fait. Ils se sont vraiment éteints, quoi. Il n'y a plus de représentants. Alors, hormis peut-être quelques-uns éparpillés, mais il en reste quelques-uns qu'on a d'ailleurs rencontrés. Un des premiers elfes que nous croisons en quittant la comté, c'est un Noldor. Gildor ? Oui, c'est ça.
C'est un Noldor. Bon, en fait, il en reste quelques-uns, mais il n'y a plus vraiment de grands peuples Noldor, puisqu'ils se sont fait complètement massacrer. Et le dernier en date est Gondolin, la dernière cité Noldor à être tombée lors du Premier Âge. Non, parce que tu as encore eu des Noldor avec Gil-galad mais c'est ça, mais en Terre du Milieu, mais après la guerre contre Sauron... Ah oui, ok, c'est plus... C'est-à-dire que, en fait, après la chute du Beleriand, ça marque la fin de tous les royaumes Noldor. Parce qu'il y avait Nargothrond, il y avait Gondolin, il y avait tous les royaumes de Fingolfin, de Fingon, etc. Mais ils se sont tous fait massacrer. Et donc il reste des Noldor, d'héritage Noldor, mais il n'y a plus de royaume, de peuple apparemment. Mais en tout cas, avant la guerre contre Sauron, il restait encore... comment dire, Gil-galad et quelques Noldor, mais après il y a eu la guerre contre Sauron où Gil-galad meurt, ainsi que les etc. Donc je suppose que là, c'est un coup dur pour les derniers, et ils doivent rester, en effet, j'imagine, je spécule, mais disons que les quelques derniers qui restent sont éparpillés entre la Laurienne figure-toi que par exemple Galadriel, en fait ça aussi, dans les contes légendes du HP, il y a un chapitre sur Galadriel. Alors il faut savoir que Galadriel, je l'ai appris, mais il y a 80 000 versions de la vie de Galadriel. Vraiment, vous lirez si ça vous intéresse, mais je ne vais pas toutes les citer ici. Il y a énormément de versions de la vie de Galadriel et de comment elle rencontre son copain. La meilleure version, d'ailleurs, a été adaptée en série. Non, ce n'est pas une version qui existe. Néanmoins, si, un petit peu. Elle existe un petit peu, cette version qu'on a dans la série pour faire sa défense, l'avocat du diable. C'est qu'il y a une version où Galadriel, effectivement, suit Fëanor, en tout cas son frère Fingon, si je me trouve... ou Fingolfin, je crois. Enfin, le frère de Fëanor qui suit Fëanor. Il y a une version où Galadriel le suit de son plein gré. Le frère de Galadriel qui suit Fëanor, c'est ça que tu Non, le frère de Fëanor. Tu sais, il y a Fëanor qui part, et son frère qui essaie de le rattraper. Oui, je vois. Son demi-frère, Voilà, son demi-frère qui est plus sage. C'est Fingolfin, je crois. Je ne dis pas de bêtises. Mais c'est dur de retenir les noms. Je pense que c'est Fingolfin. Et oui, fils de Finwë. Finwë, c'est le père, je pense. Ouais. Et donc, Galadriel, il y a une version où Galadriel prend... il va, quoi, avec eux. Et donc, ce serait une Noldor à ce moment-là, mais une version aussi où elle dit que c'est une fille des Teleri et qu'elle vit, en fait, sur la côte. Il y a une version aussi où elle apparaît en Terre du Milieu, on ne sait pas d'où elle vient. En fait, il y a vraiment beaucoup de versions différentes. C'est le multiverse de Galadriel, quoi. Ses origines sont très... Oui, en tout cas, fixes par Tolkien. Elles sont vraiment pas fixes. Il y en a une acceptée quand même aujourd'hui, pour moi, je trouve. C'est qu'elle est arrivée au port, elle a vu les bateaux brûlés, et elle est passée par le El Karachi. Pour moi, je pense que c'est quand même relativement probablement la dernière, mais c'est vrai que... Franchement, il faudrait relire, mais il y en a beaucoup, et c'est assez flou, vraiment. Après, attention, ça reste très loin. Très loin de ce que la série a voulu essayer. Je pense que la série a fait une invention complète, mais elle a quand même fait la guerre aux côtés des Noldor, normalement. Donc, est-ce que c'est une descendante des Noldor aussi? Je ne sais pas. Mais donc, tout ça pour dire que donc, les Palantir ont été créés par ce peuple mythique. Et effectivement, elles ont été données au roi de Numénor, au dernier roi de Numénor, enfin en tout cas aux rescapés de Numénor, ceux qui étaient... Parce que quand Numénor a échoué, a sombré, il y avait ceux qui s'étaient ralliés en fait à Morgoth et qui faisaient un culte de Morgoth et qui étaient contre les elfes, et ceux qui étaient encore les amis des elfes, et eux ont été aidés par les elfes. On leur a permis de créer des bateaux à l'avance, et ils ont pu s'échapper et aller en Terre du Milieu. C'est là que le Gondor, que l'Arnor s'est créé grâce à Isildur, à Elendil et à Narion. Et donc à ceux-là on a donné les 7 Palantirs. Si je ne m'abuse, eux habitaient déjà sur la côte est, c'est ça. Donc Elendil et sa famille, qui était une famille assez noble, n'habitaient déjà plus dans la capitale, on va dire, les grandes villes. Je crois qu'ils habitaient déjà à l'est. Sur les côtes de marins, je crois. En tout cas, ils habitaient sur les côtes de Numénor, mais en tout cas, le fait est qu'ils deviennent donc les rois du Gondor en arrivant en Terre du Milieu, et qu'on leur donne les Palantirs. Donc il y a 7 Palantirs, effectivement. Et alors, tu l'as dit, Julien, en fait, à l'époque, les Palantirs étaient utilisés de manière complètement normale. C'était des objets de communication classiques. Il n'y avait pas du tout de tabou autour, il n'y avait pas de malédiction. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a jamais inquiété Gandalf ou quoi par la suite. C'était complètement des objets pas inquiétants du tout. Ils utilisaient ça pour parler de cité en cité. Ce sont des pierres de communication. Il y en a des mineurs et des majeurs. Donc des grosses pierres qui ont un pouvoir plus grand et des plus petites pierres. Ici, dans celle qu'on a dans le film, il n'y a plus de pierres majeures, il n'y a plus que des mineurs. La dernière pierre majeure étant celle d'Osgiliath qui a été perdue. Et donc, ils ont des mineurs. Les mineurs, en gros, le pouvoir d'une pierre
Alors il y a 2 versions encore là-dessus, c'est qu'elles permettent de communiquer entre elles et aussi de voir dans l'espace, vraiment dans l'espace, dans une direction précise, en tout cas les mineurs. Donc en gros, elles ont une direction assignée, c'est particulier. Donc par exemple, une pierre peut voir par exemple qu'à l'est, et elle doit être orientée dans la direction de l'est ou de l'ouest, selon la direction dans laquelle elle est faite pour regarder, et elle voit dans cette direction, et elle voit à travers les objets, à travers les choses, mais elle ne peut pas créer la lumière. Donc par exemple, si elle voit à travers un mur et qu'elle voit une pièce sombre, elle verra du sombre, mais il est dit qu'elles ne peuvent pas créer leur propre lumière, donc elles ont besoin que la pièce soit éclairée dedans. Voilà. Elles peuvent aussi, il y en a certaines, comme une des pierres d'Arnor, qui était orientée à l'ouest vers les terres d'Aman, qui voyait plus des bribes du passé. Voilà, c'est un peu inexplicable, mais à des moments, elle pouvait montrer des bribes du passé à une distance lointaine. Voilà. Il est dit aussi qu'il y a des distances où on peut voir, des distances à laquelle on doit se mettre de la pierre pour la voir, et du coup des manières de l'orienter où elles ne voient plus, où elles peuvent voir. Alors ça, Tolkien serait revenu à la fin dessus dans une petite note qui est marquée dans les Contes et légendes inachevées. Il aurait visiblement à la fin de son œuvre dit que finalement elles n'avaient plus trop de direction, mais c'est vraiment une petite note qui dit ça, donc voilà. Ouais, c'est vrai, parce que moi dans mon souvenir, tu peux, avec les pierres mineures en tout cas, t'orienter. En fait, tu te poses juste, tu prends la pierre et tu dois l'orienter dans la direction où tu veux regarder. Tu vas voir que dans la ligne droite qui est créée avec toi et la pierre. Maintenant, c'est dans vrai les que premières versions, il y avait vraiment c'est étrange. Une direction, et d'ailleurs, il est même dit que Pipin, du coup, aurait eu vraiment beaucoup de bol, en tout cas de malchance, de la tourner dans le bon sens entre ses jambes pour pouvoir voir dedans. Sinon, il n'aurait pas pu voir dedans. Voilà. Alors les pierres, elles ont été abandonnées. Pourquoi ? Parce que là, quand l'Arnor a chuté, en fait, elles ont juste été abandonnées et perdues. On sait toutes les guerres qu'il y a eu là-bas entre les frères. Et puis, au fur et à mesure du temps, elles ont été moins utilisées par les rois. En tout cas par les intendants, puisqu'après la chute d'Isildur, c'est l'ère des intendants. Elles ont été de moins en moins utilisées, malgré qu'elles le soient encore. Et c'est vraiment quand Minas Ithil a été capturé par Morgoth, donc Minas Ithil, cette cité qui est devenue Minas Morgul, et que donc ils se sont dit, par Sauron, et que là ils se sont dit qu'il y avait peut-être un danger qu'une des pierres soit prise par l'ennemi, qu'ils les ont vraiment plus du tout utilisées, ou alors vraiment très peu. Et donc là, elles sont devenues un peu tabou, si on veut, mais c'est vraiment très tardif. Quand tu parles des pierres qu'on a arrêté d'utiliser, tu parles de celles d'Arnor ou elles étaient déjà perdues? Elles étaient déjà perdues, celles-là. Ok, donc on parle vraiment de celles de Minas Tirith. C'est surtout celle de Minas Tirith et celle d'Isengard, potentiellement. Encore qu'ils ne savaient pas qu'elle y était. Alors Isengard, par exemple, mais il est marqué dans les Contes et légendes que Tolkien explique que, en vrai, ça inquiétait pas tellement les gens du Gondor, ces pierres, si bien qu'ils étaient au courant qu'il y avait une pierre à Orthanc, mais qu'ils se sont jamais dit « Oh tiens, on irait bien la chercher ». C'était vraiment un objet de communication basique pour les Numénoréens et donc leur héritage. C'était pas quelque chose d'exceptionnel, c'était pas un objet magique particulièrement incroyable pour eux. Du coup, il n'y avait pas du tout d'inquiétude autour de ça. Et donc, quand Saruman a pris la tour, il savait qu'il y avait une pierre dedans, mais ils se sont pas dit que c'était grave ou quoi. C'était vraiment... voilà, c'est pas très grave. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que vraiment Gandalf n'y a jamais pensé, ou que le conseil n'y a jamais vraiment pensé, à part Saruman qui s'est dit tiens, il y a un petit truc à faire avec ça. Ouais, à fond. Et donc, voilà. Alors, il faut savoir aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce sont des pierres qui sont normalement l'héritage donc, des rois du Gondor, donc vraiment des descendants d'Isildur et d'Anarion, et que donc les personnes qui sont de sang royal et donc gondoréen et numénoréen ont un pouvoir et un contrôle dessus qui est accru. Et c'est aussi le cas pour les intendants. Et donc, c'est pour cela... Parce qu'ils ont quand même du sang royal. Ouais, et d'ailleurs, Denethor, c'est marqué dans le livre, ça l'a confirmé, on avait ce doute, est-ce que Denethor a une vie, est aussi béni d'une plus longue vie, est-ce qu'il est aussi descendant de Numénoréen? Et oui, il a une plus longue vie que la plupart, donc Faramir et Boromir aussi. Ah ben voilà, on parlait de ça parce que... Il a du sang Numénoréen en lui, du coup... il a aussi un pouvoir, un grand contrôle de la pierre qui est plus grand que celui de Saruman, et c'est pour cela aussi que Sauron, parce que Sauron va corrompre sa pierre et va corrompre Saruman par la pierre, qui ne va pas réussir à corrompre Denethor, parce que Denethor a un contrôle sur la pierre qui est plus grand que Sauron. Ouais, d'accord. Mais il va tout de même sombrer d'une autre manière. Il va sombrer. En fait, ce que va réussir à lui faire passer Sauron, c'est la désillusion. Il va lui désespoir. Il va le convaincre que l'espoir est vain,
que Sauron va de toute façon gagner, mais il ne va pas réussir à le rallier à lui. Et alors qu'il va essayer. Et d'ailleurs, c'est le plus grand stress de Gandalf à ce moment-là, au moment qu'on a compté à ce moment-là, FX, quand Gandalf s'en va très vite pour aller à Minas Tirith, c'est parce qu'il se rend compte que Saruman a été corrompu par la pierre, et il se dit mais il y a une pierre à Minas Tirith. Et si Denethor, en fait, il s'est fait corrompre par Sauron depuis quelques mois, il va ouvrir les portes. Là, on est dans la merde. Et en fait, c'est ça qui, c'est exprimé dans les contes et légendes. C'est une des plus grandes inquiétudes de Gandalf à ce moment-là du livre, précisément là où on en est, c'est qu'il se dit Gogo, il faut aller vérifier que le vieux Denethor, il soit pas fait corrompre par Sauron par la pierre. Parce qu'en fait, Denethor, on va le voir, a vraiment utilisé la pierre régulièrement. Ah oui, clairement. Oui, ça, a été en communication, mais sans jamais se faire corrompre. Voilà. Et il utilisait déjà... Denethor utilisait beaucoup la pierre, probablement... Enfin, je vais pas lire toute sa vie parce que Sauron, du coup, je sais plus quand il a pris Minas Ithil, mais Denethor, en tout cas, était connu comme quelqu'un d'assez fort mentalement, et d'assez raisonné, intelligent. C'est un sage et un érudit. C'est vraiment un érudit, un sage, et donc c'est pour ça aussi qu'il y a une différence entre lui, du livre et du film, dans le sens où... Enfin, il est beaucoup plus dans la folie dès le début, alors que dans les livres, là, ça reste un intendant qui a fait son taf. Il a plus tellement d'espoir, mais il est... Mais il est encore digne, il est encore fort. Mais donc, pour revenir un peu là-dessus, Denethor, tu dis qu'il a du sang numénorien, mais on avait parlé, donc on s'était bel et bien mis d'accord que ceux qui étaient bénis d'une longue vie étaient ceux qui étaient descendants d'Eldaron. D'Elros, ouais. Ce qui veut dire, et c'est normal parce qu'il y a eu un arbre généalogique énorme, ce qui veut dire que les intendants sont évidemment probablement une famille de nobles, une famille de nobles qui a une descendance d'Elros, quoi. Visiblement. Alors en fait, je vais revenir là-dessus, en fait, c'est parce qu'on avait parlé en off de ça, mais pas en live. J'avais lu aussi dans ce livre qu'effectivement, parce qu'on parle des Numénoréens comme des gens bénis d'une longue vie, et j'avais précisé à FX et Julien, parce qu'il y a un chapitre sur les Numénoréens dans encore les contes et légendes, où il parlait du fait que ceux qui étaient bénis d'une longue vie, c'était les descendants d'Elros vraiment directs, donc du premier roi numénoréen, donc le frère d'Elrond. Parce qu'il a choisi tout simplement la vie des hommes au lieu des elfes. Il trouverait qu'effectivement, eux sont bénis d'une énorme longue vie, les descendants d'Elros, mais il n'y a pas eu qu'eux qui étaient bénis d'une un peu plus longue vie. Apparemment, il y a d'autres... il y a aussi des gens numénoréens qui n'étaient pas directement descendants d'Elros, qui avaient une vie beaucoup plus courte que les vrais descendants d'Elros, mais qui avaient quand même, par rapport aux humains classiques, une vie un peu augmentée. Donc il y a vraiment plusieurs grades. Il y a plusieurs strates. Mais effectivement, les descendants d'Elros sont ceux qui avaient la vie la plus extrêmement longue. Elros qui a vécu 500 ans. C'est ça, le premier. Après, c'était plus 300, 400 ans, et ça a été en décroissant avec le temps. Aragorn mourant à 200 ans. Un truc comme ça, voilà. On n'y est pas encore. Ce sera même pas dans ces livres. Mais donc voilà, ça c'est pour finir avec les Palantyres, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Tiens, moi j'ai une question, on peut en parler un peu plus des Palantyres, mais on est bien d'accord qu'ils sont partis avec deux Numénor. Oui, bien sûr, on leur a donné. Mais tu dis qu'on leur a donné à la fin ou... Non, au moment de quitter. En fait, on leur a donné la pousse de l'arbre. Oui, c'est ça, au tout début. Oui, parce que les Palantyres étaient également utilisés, dans mon souvenir, à Numénor, étant distribués dans les différentes villes. C'est le conte que chante Gandalf. Julien, enfin, tu n'as pas chanté, Julien, mais c'est ce à quoi Pipin réagit dans ce que tu viens de dire. Il parle de cette Palantyre, de cette pousse d'arbre, etc. Et c'est les cadeaux qui ont été faits, en tout cas ce qu'ils ont emmené en Terre du Milieu. Je crois dans mon souvenir que donc, Numénor étant une étoile constituée de je ne sais plus combien de branches, mais je pense qu'il y a des villes plus ou moins aux branches et que globalement elles étaient un peu éparpillées, soit aux pointes des branches, soit dans les villes de Numénor, avec la grosse, quand tu parlais des mineurs et des majeurs, la grosse étant dans la capitale. Alors moi tu disais qu'il y avait différentes tailles. Pour moi, dans mon souvenir, il y a une grosse qui était du coup à Osgiliath, qui est vraiment très grosse, la majeure, qui pour moi fait vraiment 60 cm de diamètre, si pas plus, et 7 plus petites. Alors c'est pas précisé, ils disent ici dans le livre qu'il y en a des grosses et des plus petites, des majeures et des mineures. Alors je sais que celle de Osgiliath était une majeure, les autres, en tout cas celles qui restent sont des mineurs. Je sais pas s'il y en avait d'autres majeures, ça c'est pas précisé. Peut-être se trouve-t-elle encore dans notre monde, après tout, que nous partageons avec ce livre. Qui sait? Si une fois dans une rivière, vous voyez un objet briller, méfiez-vous si c'est un anneau, si c'est une pierre. Peut-être posez-y la main, essayez de la placer dans une bonne direction. Mais donc voilà, on rajoute à la liste des choses à chercher. Il faut aller dans les grottes de Gédar avec une grosse pierre, un anneau. Mais dernière petite précision, et c'est pour ça que
on en avait aussi parlé, on était étonné que la pierre avait brisé une des marches d'Orthanc, réputée incassable même par les Ents. Eh bien, effectivement, les boules, donc les palantirs, sont complètement incassables. N'importe quelle matière, elle va la casser plutôt qu'elle va casser. Néanmoins, il y a une chose qui semblerait pouvoir les casser, c'est un feu très très fort, et c'est ce qu'on pense est arrivé à la boule qui est restée dans Barad-dûr à la fin de la chute de Sauron. Et c'est pour ça que cette dernière aurait disparu aussi. Mais comme dans beaucoup de choses dans la Terre du Milieu, c'est particulier de se dire que il reste combien ? 4 palantirs en fait qui ont disparu. Qui ont été perdus dans le nord. Non, il en reste 3. Là actuellement dans le, dans le livre, il en reste 3. Osgiliath a perdu. Il reste les 3 d'Arnor. Les 3 d'Arnor. De Gondor. Oui, je te parle des 3 qui ont disparu d'Arnor, qui sont peut-être en fait posés sur la table d'un petit vieux. Il est possible aussi que Sauron les ait trouvés. Ça c'était évoqué. Il est possible que Sauron, avec ses généraux, ses lieutenants, au fur et à mesure des années, ils aient mis la main dessus et qu'il les ait soit détruits, soit qu'il les ait gardés pour lui, pour éviter que des gens puissent regarder. En tout cas, elles ont été complètement perdues. Enfin voilà, donc ça c'était pour parler donc des palantirs. J'espère que vous en connaîtrez mieux maintenant. C'est toujours fascinant de voir à quel point des petites choses comme un palantir où il n'y a pas énormément d'éléments, quand tu commences à connaître l'univers et que tu veux expliquer par qui ça a été créé, comment c'est arrivé, tu retouches à plein de grandes histoires de la Terre du Milieu qui maintenant, en tout cas pour moi, sont beaucoup plus claires qu'elles ne l'étaient il y a un an. Tu me parlais de Gondolin, tu me parlais de Fëanor et tout, oh là là là, qu'est-ce que c'est encore ces histoires. Mais moi je trouve ces objets justement quand même passionnants, c'est quand même des objets magiques assez impressionnants, et c'est vrai que tu dis que pour eux, je comprends un peu ce que tu dis, mais est-ce que tu extrapoles ou pas en disant que c'était tellement devenu normal qu'ils étaient un peu en mode c'était quand même des objets magiques. Il y a deux choses. Tolkien explique que non, c'était pas si exceptionnel, c'était vraiment un objet classique, il n'y avait pas de tabou autour, il y avait rien, c'était vraiment des objets qui étaient utilisés pour communiquer entre les cités. C'était pas mis sur un piédestal comme les Silmarils ou quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Okay. Et en fait, il y a deux choses qui ont provoqué un peu le désintérêt pour ces boules, c'est que déjà ils en ont perdu c'est vrai, avec la chute d'Arnor, et qu'en plus ils avaient moins en moins de maîtrise de ça avec le temps. En fait, Tolkien explique qu'après la chute des rois, les royaumes de Gondor rentrent dans une sorte de Moyen-Âge technologique. C'est drôle. Ils avaient moins de maîtrise des objets, de l'artisanat numénoréen, et en tout cas passé. Parce que là, c'est pas l'artisanat numéroréen, mais en tout cas, ils avaient moins de maîtrise de leur de tout ce qui est des routes et des châteaux qu'ils pouvaient faire. Exactement. Et donc, en gros, ils sont repassés à des systèmes de communication plus classiques avec des messagers et tout. Ils ont commencé à moins utiliser ça. Et eux-mêmes avaient une moins grande maîtrise. Ils répètent dans le chapitre sur les palantirs que vraiment, avant, les rois numénoréens avaient vraiment la possibilité de parler vraiment très facilement entre eux, par la pensée encore, et si l'autre le voulait bien. Donc c'était pas du tout des pierres pour manipuler les gens. Donc en gros, pour communiquer entre des personnes, il fallait qu'il y en ait 2 de chaque côté, et que les 2 acceptent de partager leurs pensées. Donc c'était vraiment pas des outils noirs ou de magie sombre, c'était juste de manière de communiquer. Et puis ils ont un peu perdu la capacité de le faire. Ils le savaient encore le faire, mais moins bien, et au fur et à mesure ils sont désintéressés de ça. Donc il faut imaginer que c'est 2000 ans entre la chute des rois, et c'est 3000 ans même entre la chute des rois et le récit du Seigneur des Anneaux. Donc imaginez-vous, c'est comme si on parlait d'un artisanat, de quelque chose qu'on utilisait vraiment très bien il y a 3000 ans. Aujourd'hui, on a un peu avant la Grèce antique, quoi. Voilà. À l'époque des pyramides, l'Égypte ancienne. On a un peu oublié, mais il n'y avait pas du tout de tabou, et ça n'a jamais du tout été évoqué par le Conseil blanc ni rien. Donc c'était vraiment pas quelque chose de très important pour eux. Et ça prend une importance maintenant pour Gandalf, mais pas du tout avant, quoi. Il s'en doutait vraiment pas. Ouais, je vois. Vraiment pas. C'est vrai que ça, c'est intéressant. En tout cas, voilà, vous en saurez bien mieux pour les palantirs. Et maintenant, je vous propose de passer à quelques petites questions pour finir cet épisode en beauté, parce qu'on a reçu une petite question par mail, deux que je trouvais ça intéressant de vous partager. Et puis moi-même, j'aimerais bien revenir un peu sur une question qu'on avait eue il y a quelques semaines. On avait répondu sur comment du coup Sauron avait su pour que l'anneau était en comté. On avait expliqué que c'était simplement Gollum qui lui avait dit. C'est en partie vrai, on n'avait pas tort de répondre ça, mais c'est un peu plus compliqué que cela, et j'avais envie de revenir là-dessus. Mais tout d'abord,
On va répondre aux questions qu'on a reçues. Alors, on a reçu une question de Léna qui nous demandait, qui nous disait qu'elle adorait notre podcast et qu'elle les écoutait avidement. Donc, merci beaucoup pour ce message, Léna. Vraiment, ça fait super plaisir. Et merci pour tous vos messages d'ailleurs. Et elle nous demandait qu'est-ce qu'on savait par rapport au passé d'Horrofeur et de Thranduil. Donc, Thranduil qui est le roi de la Forêt Noire, donc le père de Legolas, et Horrofeur qui était son père. Alors, qu'est-ce qu'on en sait ? Dans le risque de te décevoir, Léna, moi j'ai fait quelques petites recherches en plus de ce que je savais déjà, mais il n'y avait pas grand chose à savoir en plus. En fait, Horrofeur et Thranduil, il n'y a pas beaucoup d'écrits sur eux. Simplement, Horrofeur est donc le premier roi de la Forêt Noire. C'est un Sindarin, un elfe Sindarin, et ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais aussi expliqué, je ne sais plus dans quel épisode. Les Sindarins, ce sont un des premiers peuples elfes à être restés en Terre du Milieu. Ils ne sont jamais allés sur Aman, en Valinor. Ils sont restés, et plus particulièrement les Sindarins ont dépassé les montagnes de brume, ont été s'installer en Beleriand, donc au-delà de la comté, sur cette terre qui existait avant le Deuxième Âge, avant qu'elle soit submergée. C'est quoi la nuance ? C'est les Calaquendi et les... Tu te souviens pas ? Non, et donc il y avait les Sindarins et il y avait les autres qui sont restés avant les... Non, ça c'est la nuance entre... Sindarins, c'est les plusieurs peuples qui sont restés en arrière, mais la nuance en fait entre ceux qui sont allés à Aman et pas, c'est les Calaquendi. Quoi, il y a les Teleri, il y a les Sindarins, les Noldor... Je comprends pas ce que tu veux dire. Les Vanyar, Noldor et Teleri forment les elfes éveillés, qui se dit en elfique les Calaquendi, je crois, et les elfes sombres qui sont restés. Ouais. Donc en gros, la traduction elfique, la traduction du mot elfique que je cherche, c'est les elfes sombres. C'est tous les elfes qui ne sont jamais allés à Aman et D'accord. Valinor, quoi. Bah donc on distingue deux peuples. Il y a les Sindarins et l'autre, j'ai oublié le nom, mais qui sont restés avant les montagnes de brume. Et eux, je l'avais expliqué, il y en a donc ceux qui sont restés avant les montagnes de brume n'ont pas créé de royaume, ils vivaient un peu dans des petites tribus, etc. Et les Sindarins, eux, par contre, ont créé vraiment des grands royaumes en Beleriand, dont le plus connu, c'est le royaume de Doriath, avec l'anneau de Mélian, qui était vraiment un énorme royaume au milieu d'une forêt. Dans le Beleriand, ça vous pourrez regarder sur internet, c'était le royaume le plus important. Peuple très important aussi, car il y a énormément de mots qui sont encore utilisés, qui viennent du Sindarin. Ouais. Parce qu'en fait, donc Horrofeur était un de ces elfes Sindarins qui vivaient donc à Doriath, et en fait ils ont fait une migration vers l'est à un moment du premier âge. Ils ont fait une migration vers l'est, ils sont repassés par les montagnes de brume, ils ont redécouvert leurs cousins elfes éloignés qui étaient restés avant les montagnes de brume, qui habitaient du coup au niveau de la Lothlorienne, au niveau de la Forêt Noire, mais qui n'avaient pas créé de royaume. Et eux, les Sindarins, sont venus avec leur langue, leurs coutumes, et ils ont créé des royaumes là, et ils ont intégré ces petites peuplades elfes qui vivaient à cet endroit-là à ce moment-là. Et Horrofeur a donc créé le royaume de la Forêt Noire, dont il deviendra le roi, et dont son fils deviendra roi par la suite, Thranduil. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Horrofeur va mourir, il me semble, lors de la bataille de la Dernière Alliance, et Thranduil prendra son rôle, deviendra roi à cet endroit-là. Mais c'est vraiment tout ce qu'on sait. Il n'y a pas d'histoire plus particulière entourant Horrofeur, ni Thranduil, à part celle qu'on peut voir dans les Hobbits, mais c'est à peu près tout. Donc voilà. Désolé de te décevoir si tu voulais en connaître plus, mais il n'y a pas beaucoup d'écrits les concernant. C'est juste que voilà, ce sont des descendants des Sindarins. Si tu veux en savoir plus sur les Sindarins, je t'invite à faire des recherches ou à réécouter l'épisode où je parlais de ça. Je ne sais plus c'était quel épisode par contre. On commence à en avoir beaucoup. Hein. Mais je vais juste me reprendre pour être donc factuel ce que je disais. Donc c'est bel et bien les Calaquendi pour vraiment faire les parler des elfes qui sont partis, ça. Voilà, ça c'est les elfes de lumière. Donc c'est qui ont été en Valinor. Elfes et lumière, elfes de lumière, ceux qui sont partis à Valinor. On peut donc retrouver les Vanyar, Noldor et Teleri, à la différence des Moriquendi, les Dark Elfes, donc les elfes sombres, qui sont donc restés. Et je regarde juste ici si j'ai pas par hasard le nom, parce que pour moi il y en a plus que deux. Il y a les elfes Sylvain, Sindar, et je regarde s'il n'y a pas vite une petite liste ici. Nandor, Sindar, voilà. Avari. Et enfin voilà, ça c'est les noms anglais peut-être. Ouais. Que... Mais en tout cas, eux n'ont pas été en Valinor. Non, les principaux sont les Sindar et les Nandor, et ça je l'avais expliqué ouais. Dans je ne sais plus quel épisode, mais en tout cas tu pourras un peu regarder sur internet. Mais en tout cas voilà, Horrofeur et Thranduil sont simplement des descendants de ces Sindar, revenus avant les montagnes de brume et ayant créé des royaumes à cet endroit-là lors du premier âge. Voilà, et alors autre petite question, en tout cas pas question mais réflexion, on a reçu un message absolument énorme d'Alice, mais vraiment passionnant. Merci déjà beaucoup Alice pour ton message où
elle nous expliquait qu'elle avait 40 ans, voilà, elle insiste dessus puisque, en fait, elle nous explique qu'en découvrant notre podcast, elle avait un peu de mal à se dire qu'elle allait être intéressée par nos avis ou nos points de vue puisqu'on est plus jeune et qu'elle avait déjà une vision très complète, en tout cas, de cette œuvre et qu'elle avait peur d'être dérangée par nos points de vue, etc. Mais que finalement, elle s'en est trouvée intéressée. Donc ça fait plaisir de voir qu'on peut aussi apporter des points de vue différents, en tout cas qu'elle n'était pas d'accord avec nous sur tout. Parfois, elle s'exclamait en nous écoutant. Désolé si ça vous arrive, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais en tout cas, ça nous fait très plaisir quand vous nous faites des retours ou que vous réagissez par mail ou par message par rapport à ce qu'on dit. Nous, ça nous plaît beaucoup de faire la conversation et en tout cas de pouvoir en parler avec vous. Donc vraiment, il n'y a pas de problème. En tout cas, son message, je ne vais évidemment pas tout le lire, mais il était vraiment super agréable à lire et il faisait très plaisir. Donc merci beaucoup à Alice. Et elle nous parlait particulièrement d'un thème. Des femmes dans l'œuvre de Tolkien qu'on avait déjà abordé dans la FAQ, mais c'est vrai un peu succinctement parce qu'on n'avait pas eu le temps de s'y intéresser un peu plus longuement. Honnêtement, on était juste en fin d'épisode et on avait un planning très serré. On n'a malheureusement pas pu développer cette dernière. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, Julien nous avait déjà pas mal parlé de cela, mais il y a d'autres choses à dire. Elle expliquait qu'elle avait pas beaucoup aimé le fait qu'on mette Arwen en avant dans les films, c'était un peu forcé, etc. Elle était gênée aussi par la femme par Bédor, la femme de Tom Bombadil, qui était vraiment un archétype féminin assez fort, et c'est vrai, et qui, je sais pas si vous vous souvenez, mais quand ils arrivent dans la maison de Tom Bombadil, elle leur fait à manger, elle fait la table, et dès qu'ils commencent à parler de sujets sérieux, elle s'en va. Et donc c'est vrai qu'il y a ce côté très femme à la maison, très classique et très sexiste. Voilà, et donc elle nous parlait de ça, elle nous faisait part de son avis par rapport à tout cela, et j'avais envie de réagir par rapport à ça pour apporter un petit éclairage sur le traitement des femmes dans l'œuvre de Tolkien. Alors, on va pas changer Tolkien et qui il était, ni ses influences, etc., l'homme de son époque qu'il était, et c'est vrai que c'était un homme très classique, qu'on pourrait considérer comme conservateur aujourd'hui. C'était un catholique universitaire qui vivait qu'avec des hommes. Voilà, donc on ne va pas lui donner des points de vue féministes, en tout cas néo-féministes, impossible. Néanmoins, j'ai lu encore une fois dans les Contes et légendes inachevées quelque chose qui est super intéressant, et d'ailleurs que je t'invite, Alice, à lire si ce n'est déjà fait. Si ça t'intéresse, si ce n'est déjà fait, tout à fait. C'est l'histoire d'Aldarion et d'Erendis, tout particulièrement. C'est l'histoire de ce roi de Numénor, Aldarion, qui est en fait le 6e roi de Numénor. Donc lui, il est né en 700, je crois, du 2e âge. Et Aldarion était un roi, le premier roi, en fait, à être sorti de Numénor, à avoir navigué. C'était un véritable amoureux de la mer, et il y a tout un récit que Tolkien a écrit sur lui, qui se trouve dans les Contes et légendes inachevées, et qui est magnifique. Vraiment, j'ai été bouleversé par ce récit qui est super beau, complètement épique, qui parle de sa relation avec sa femme, Erendis, qui était en fait, elle, non pas une descendante d'Elros, donc pas de la lignée des rois, et qui donc était bénie d'une moins longue vie, et qui est tombée amoureuse de lui, et dont ils se sont promis d'être mari et femme, sauf que le problème c'est qu'Aldarion était vraiment amoureux de la mer, et toute sa vie il va être dans cette confrontation entre l'amour pour sa femme et l'amour pour la mer, et l'amour pour la mer et les voyages qui vont prendre une part beaucoup plus importante que l'amour pour sa femme. Et cette relation est vraiment explorée par Tolkien très très fort, et jusqu'au point où en fait cette relation va éclater. Il va lui faire un enfant, il va lui promettre de rester sur Terre, etc., ce qu'il ne fera pas. Et ce qui sera d'autant plus grave, parce qu'il faut imaginer que lui va avoir une vie de à peu près 300 ans, même plus, 400 ans. Ça lui aurait pas demandé grand-chose de passer sa vie de mortel à elle avec elle. Et Erendis, elle va vivre beaucoup moins longtemps, et lui, il va partir parfois des quinzaines d'années, quoi. Donc on peut imaginer vraiment la frustration pour elle, surtout qu'il lui promettait de ne pas le faire. Ce qui va faire, en fait, chez Erendis, va créer une colère complètement compréhensible, et elle va développer une aversion pour les hommes, en tout cas pour son mari particulièrement, mais pour les hommes en général, qu'elle va transmettre à sa fille Encalimée, qui sera leur fille, et la prochaine reine d'ailleurs, vous allez voir. Et elle va... Et il y a des textes dedans qui sont très révélateurs, et que je trouve intéressant de lire, de Tolkien, quand on parle de Tolkien et de sa vision des femmes, en tout cas. C'est je ne savais pas qu'il avait écrit ce genre de texte, et je vais vous en lire un que je trouve vraiment intéressant, qui est un texte... donc qui est la parole d'Erendis à sa fille, Encalimée,
en parlant des hommes de Numénor et de leur place et dans la société numénoréenne. Donc elle dit à Numénor, « Les hommes sont des demi-elfes, et les hommes de qualité tout particulièrement. Ils ne sont en fait ni l'un ni l'autre. Ils sont comme abusés par la longue existence qui leur a été concédée, et ils flânent de par le monde, enfants en esprit, jusqu'à ce que l'âge les rattrape. Et nombre d'entre eux abandonnent alors leur jeu du dehors pour se livrer, dans leur maison, au jeu d'intérieur. De leur jeu, ils font toute une affaire, et les affaires importantes, ils les traitent en jeu. Ils se veulent tout à la fois des gens de savoir-faire et de savoir, et des héros par-dessus le marché, et les femmes sont pour eux ce qu'est le feu dans l'âtre, quelque chose qu'il incombe à d'autres d'entretenir jusqu'au soir, lorsqu'ils reviennent là de leur jeu. Toutes choses ont été faites pour leur commodité. Les collines pour en tirer la pierre des carrières, la rivière pour fournir l'eau ou tourner les roues, les arbres pour les planches, les femmes pour le désir de leur corps, ou lorsqu'elles sont belles, pour orner leur table et leur foyer, et les enfants pour taquiner lorsqu'il n'y a pas d'autre divertissement. Mais ils joueraient tout aussi bien avec les chiots de leurs chiennes. Envers tous, ils sont courtois et bons, joyeux comme des alouettes au matin, à condition que le soleil brille, car ils ne s'échauffent jamais s'il y a moyen de l'éviter. Ils considèrent que les hommes doivent être gais, généreux comme le sont les riches, prodiguant ce dont ils ont nul besoin. Ils manifestent de la colère seulement lorsqu'ils se heurtent soudain à une volonté contraire, et pour eux, qu'on ose leur résister, ils sont aussi implacables que le vent qui souffle de la mer. C'est ainsi en Calimée, et nous n'y pouvons rien. Car ce sont des hommes qui ont façonné Numénor, des hommes, ces héros d'autrefois dont on chante les exploits, et des femmes, on ne parle guère, sinon pour les montrer pleurant leurs hommes tués au combat. Numénor devrait être un lieu de répit et de repos, la guerre terminée. Mais s'ils se lassent du repos et des jeux de la paix, bientôt ils reviendront à leurs grands jeux, s'entretuer et guerroyer. Et c'est ainsi, et nous voilà établis ici parmi eux. Mais rien ne nous oblige à la résignation. Si nous aussi aimons Numénor, alors jouissons-en avant qu'il ne ruine le pays. Nous aussi sommes filles de noble race, et nous avons une volonté et un courage qui nous sont propres. C'est pourquoi, garde-toi de plier en Calimée. Que tu plies ne serait-ce qu'un tout petit peu, et ils te feront plier plus et plus encore, jusqu'à ce que tu sois toute courbée. Enracine-toi dans le rocher, et affronte le vent de la mer, même s'il te dépouille de toutes tes feuilles. Un portrait sans concession et des paroles qu'une certaine héroïne aurait pu apprécier. Ouais. Et ben moi j'ai été vraiment subjugué de voir ça. Alors ça n'excuserait, ça n'essaie de rien justifier, mais je trouve ça intéressant. En tout cas ça m'a vraiment intéressé et surpris que Tolkien écrive un conte autour de ce thème et donne ces paroles, ces mots que je trouve éminemment contemporains en fait. Là, pour le coup, dans la parole d'Erendis. Ça témoigne d'une certaine lucidité aussi sur le monde des hommes avec un grand H de manière générale. Il a vécu quand même aussi les affres de l'humanité, il connaît ça aussi. Et voilà, il dépeint ces sociétés numénoréennes malgré sa beauté apparente, parce que là en plus, le moment d'Erendis et d'Aldarion, c'était le sommet de la société numénoréenne, donc il pourrait en faire le dépeindre de manière très féerique, mais non, il met dans la bouche d'une femme cette description très patriarcale de la société, et je trouve assez intéressant. Et toute la violence qui va avec. Autant à l'extérieur du foyer qu'à l'intérieur. Ouais. Et donc, j'avais envie de partager ça. Et alors, pour aller un peu plus loin, Ancalimée, donc leur fille, donc à qui est destiné ce texte, va devenir reine de Numénor par la suite. Ce sera la première reine de Numénor, car normalement la loi avant elle était que le sceptre, donc le pouvoir du roi, allait de père en fils, et s'il n'y avait pas de fils, au mâle le plus âgé de la famille, donc par exemple le fils de l'oncle, etc. Mais le roi Aldarion va changer la loi pour que ce soit sa fille qui le devienne. Mais malgré tout, le conseil va quand même mettre une règle comme quoi, d'accord, ça peut être une fille, mais elle doit se marier, sinon elle ne peut pas, etc. Bref, mais ce sera quand même sa fille qui va devenir reine. Et alors, sa fille va tellement être imprégnée de la haine des hommes de sa mère que, par exemple, elle va refuser de se marier, elle ne va pas vouloir se marier. Elle le fera finalement quand même par un descendant d'Elros. Alors, aussi petit insert, Aldarion, il va encore modifier une loi aussi, c'est qu'il va obliger par la suite à ce que les rois se marient à des descendants d'Elros, pas comme il l'avait fait,
parce qu'en fait son mariage va être désastreux, ça va pas du tout bien se passer avec Erendis, et donc en fait il va se considérer déjà comme plus marié, hein, il va pas divorcer officiellement, mais ils ne se verront plus, vivront plus ensemble, il va la renier complètement, donc il va vraiment un comportement horrible avec elle, hein, il va ne plus vouloir la voir ni rien, et il va parce qu'en gros elle l'a saoulé, vraiment c'est vraiment ça, elle l'a saoulé parce qu'elle lui a dit oh t'es tout le temps tu pars 15 ans en mer, tu saoules, il a fait je peux pas avoir ma liberté, et il va la renier complet, et donc il va changer la loi pour qu'on n'ait plus le droit de se marier avec autre personne que des descendants d'Elros. Quel gamin, quel tocard en effet. Anne-Calimée va se marier avec un berger, parce qu'elle est bien obligée, descendant d'Elros, mais elle va pas l'aimer du tout, ça va très mal se passer, si bien qu'elle va même carrément lui prendre ses terres à ce berger, et lui interdire d'y vivre, parce qu'elle veut pas que son mari possède des terres, et elle va s'entourer de suivantes, elle va refuser que des hommes la servent, elle va vraiment s'entourer d'une cour de femmes, et elle refusera même que ses servantes se marient à des hommes, ce à quoi son mari va réagir en les mariant en secret, ce qui va créer une dispute, etc. Donc voilà, pour tout vous dire, il y a vraiment ce thème est quand même prégnant à un endroit de l'œuvre de Tolkien, et que je ne connaissais pas très particulièrement dans l'histoire de Numénor, et voilà, je trouvais ça intéressant de le partager. Ouais. Alors pour revenir un peu à la défense d'Aldarion, qui est vrai a vraiment des côtés horribles et vraiment affreux, c'est quand même le premier qui va étendre Numénor, et grâce à lui, qui va faire une relation avec les elfes, et c'est grâce à ses conquêtes qu'ils vont pouvoir aller aider les elfes à vaincre Sauron dans leur première guerre. Donc en fait, sa présence en mer et son caractère vont avoir une certaine utilité dans l'histoire et dans la guerre contre Sauron. Néanmoins, voilà, on peut voir qu'il n'a pas très bien géré la relation avec sa femme, c'est le moins qu'on puisse dire. Comme quoi, l'univers de Tolkien n'est pas si manichéen que parfois certains le laissent penser, ou que certains en ont l'image que c'est très manichéen, parce qu'il y a évidemment ces références christiques, etc., au mal absolu, au bien absolu, mais quand tu regardes les personnages de plus près, ils peuvent faire des grandes choses ou des choses qui sont profitables, tout en ayant aussi évidemment des défauts très, très humains. Oui, après voilà, je pense que cette thématique-là en particulier mériterait plus de réflexion. Encore, bien sûr. Dans d'autres épisodes. Enfin, on pourrait y revenir avec un peu plus de préparation, mais c'est vrai que bon, on sait déjà qu'on va pas revenir sur des écrits qui... Enfin, on pourra jamais mettre des réflexions modernes d'aujourd'hui sur des écrits qui ont, je ne sais même plus combien, mais 60, 70, 80. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai toujours quand même été... Enfin, il y a quand même pour moi des choses qui s'en émanent de par cette histoire, de par l'histoire de Luthien, de par l'histoire d'Éowyn, etc. Ça peut probablement être considéré comme faible et peu pour beaucoup. Et aujourd'hui, je le comprendrais. Je suis dans un sens d'accord, même si je considère... Enfin, je trouverais ça bête de lire en tout cas à outrance ces écrits avec le regard d'aujourd'hui. Je trouve que ce serait une erreur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le critiquer, mais ça veut dire qu'il faut au moins comprendre que c'est pas la même époque. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des petits éléments par-ci par-là, à droite à gauche. Et ce texte, parce que l'histoire en tant que telle de sa fille qui devient un petit peu l'inverse au final, pour moi je n'en sors pas comme ça sans réflexion une idée purement féministe et positive ou quoi que ce soit, mais le texte de la mère par contre est très très beau, et c'est vrai que l'histoire du coup est, comme tu dis, amène du relief, c'est moins manichéen, et ça existe comme tu le dis, quoi. Mais donc voilà, en tout cas Alice, un grand merci pour ton message, et j'espère que tu connaissais pas cette histoire d'Erendis, et si ça t'intéresse vraiment, je t'encourage à lire donc les Contes et légendes inachevées, le chapitre qui concerne cette histoire en tout cas. Et vraiment, voilà, c'est un ajout, en tout cas une piste de réflexion intéressante pour la place des femmes dans l'œuvre de Tolkien. Voilà. Et pour finir, du coup, dernièrement, je voulais revenir donc sur cette histoire de comment les Nazgûl, enfin en tout cas Sauron avait su que l'anneau était en comté. Eh bien, c'est très simple, c'est à cause de Lobelia Saké de Bezas qui en fait avait dans sa malle un palantir. Et donc c'est l'Othon qui s'en est servi. Mais alors en fait, il y a 3 versions de cette histoire. Il y en a 3, dont 2 qui se ressemblent très fort et une 3e qui diffère un petit peu. Je vais vous donner la première. Et puis, je parie que ta préférée, c'est la 3e. Non, je vais vous donner les 2 principales et vous allez voir, il y a des petits changements, mais c'est quand même un peu la même chose. Donc en gros, effectivement, l'origine de comment Sauron a su que l'anneau était en comté, c'est effectivement Gollum, qui lui dit que c'était un hobbit qui a son anneau, mais il ne sait pas où elle a compté.
Et Sauron pense, et Gollum aussi d'ailleurs, pense que ça doit se trouver au Val de l'Anduin, près du Champ des Iris, là où il a trouvé l'anneau, là où en fait il vivait lui-même avec ses copains hobbits. Sauf que c'était avant la grande migration des hobbits, qui ont dépassé les monts brumeux à ce moment-là, et donc ils ne vivent plus à cet endroit-là. Mais Sauron pense que c'est là. Donc, sauf que à ce moment-là, il laisse partir Gollum, il apprend que Gollum a été capturé, et que donc il pourrait parler de l'anneau à ses ennemis. Il se dit c'est la merde, il faut aller le rechercher. Il coordonne donc une attaque contre Osgiliath pour récupérer Osgiliath, ainsi que sur la Forêt Noire pour récupérer Gollum. Et en fait, son attaque sur Osgiliath, la principale raison pour laquelle il le fait, c'était simplement pour pouvoir reconstruire rapidement le pont de l'Anduin, pour faire passer les Nazgûl, qui ne peuvent pas aller dans l'eau. Et donc en fait, il fait passer les Nazgûl comme ça, découverts, sans vêtements. Et alors ça c'est intéressant, parce que les Nazgûl peuvent effectivement se balader tout nus et donc invisibles. Le problème, c'est que quand ils sont invisibles, ils laissent sur leurs traces un sentiment d'effroi énorme, et que donc ce n'est pas discret du tout. Et en fait, le moyen de les rendre plus discrets, c'est de les habiller. Voilà. Donc une raison, on s'était déjà demandé pourquoi est-ce qu'ils mettaient... Pourquoi ils ne se baladaient pas nus, oui. Eh ben, en fait, c'est pour ça. Cet univers est large, et parfois on aimerait bien avoir des réponses à des choses qu'on n'aura jamais, mais parfois on a des réponses assez absurdes et qu'on ne demandait pas. Et auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Et donc en fait, la raison pour laquelle il attaque Osgiliath, que Boromir va récupérer juste après, et que en se disant on a vaincu Sauron. Et que Faramir va reperdre d'ailleurs par la suite. Non mais donc en fait Boromir se dit on a gagné contre Sauron en ce moment-là, mais en fait pas du tout, il avait réussi complètement son truc, c'était simplement pour faire passer les Nazgûl, rien d'autre. Et donc il fait passer les Nazgûl, il les habille près de l'Anduin et il cherche là les hobbits, la comté. Mais il ne trouve pas. Et Sauron, apprenant plus tard que Boromir part en guerre, qu'il a une vision prophétique et que Saruman a capturé Gandalf, il s'en retourne vers lui, vers Saruman, pensant qu'il sait où se trouve l'anneau. Les Nazgûl arrivent chez Saruman, mais Saruman vient de perdre Gandalf, qui vient de s'échapper. Ah, ça c'est pas de bol. Et il leur annonce qu'il ne l'a pas, mais qu'il faut chercher Gandalf, parce que Gandalf sait où est l'anneau. Alors qu'il le sait, lui aussi. Il le sait très bien. Les Nazgûl se lancent donc à la poursuite de Gandalf, et ils tombent sur qui ? Sur Gollum. Sur Grima, l'angle serpent. Et Grima... C'est Grima qui leur annonce qu'il sait d'où vient Gandalf, car il a entendu les conversations entre Saruman et Gandalf dans la tour, et qu'il sait que donc Gandalf venait de où ? De Comté. De la Comté. Et il sait où elle se trouve. Ça, c'est donc, une version, en tout cas. Les Nazgûl vont vers la Comté. Sur la route, ils font prisonnier quelques fugitifs, dont un en particulier qui possède une carte de la Comté commandée par Saruman, un certain demi-orc qu'on retrouvera à Bree. Parce qu'à ce moment-là, ils vont le trouver, il est sous les ordres de Saruman, mais ils vont le forcer à être sous les ordres du Mordor, de devenir leur espion, et vont l'envoyer à Bree, et Frodon et nos amis vont le rencontrer à Bree. Ça, c'est une première version, donc c'est Grima qui apprend à nos chers Nazgûl où se trouve l'anneau. Quelle ramification quand même pour des petits personnages qui sont à peine évoqués par-ci par-là. Alors l'autre version, vous allez voir qui diffère un petit peu, c'est que quand... Donc le départ est la même, jusqu'au moment où les cavaliers arrivent à Orthanc pour trouver Saruman. Et quand ils arrivent, Gandalf est encore là. Et il est encore dans la tour, dans cette version. C'est la version plus tardive, donc c'est censé être la version la plus officielle. Et Saruman, à ce moment-là, est pris de désespoir et de peur, parce qu'il se dit « Oh, merde, j'ai les serviteurs de Sauron à ma porte. » Les plus gros capitaines. Oui, en plus, il y a pas n'importe qui, il y a le roi sorcier. Et donc, il panique et il sollicite l'aide de Gandalf. Et... il est prêt à solliciter l'aide de Gandalf à ce moment-là, et temporisant à la porte, en annonçant à Nazgûl détenir Gandalf et qu'il va tenter de lui soutirer toutes les informations, alors qu'en fait il est en train de dire à Gandalf, il faut que tu trouves une solution, il faut que tu trouves une solution. Il parle aux Nazgûl pour les retenir à un instant, il retourne en arrière et Gandalf s'est enfui. Découvrant que Gandalf s'est enfui, et voyant dans le ciel, et c'est ça qui est noté, l'aigle partir au loin, il est pris d'une rage et d'une colère, en se disant que Gandalf l'abandonne et qu'en plus... il est encore tout seul à être dans la merde, il doit trouver une solution, alors il se tourne vers les Nazgûl et il leur annonce qu'il a réussi à prendre les informations de Gandalf. Un anneau détenu par un hobbit en comté. Exactement, et qu'il sait où se trouve la comté. J'aime bien cette version. Il leur indique donc la comté, feignant que l'information vient de Gandalf. Les Nazgûl sur le chemin capturent un homme au service de Saruman encore une fois, mais là, qui ne possède pas une carte, mais qui, en fait, fait du commerce de feuilles à pipe avec la comté pour Saruman.
Il tient sa vie, il trahit son maître, il avoue sa traîtrise, il devient espion au sol du Mordor, il est envoyé à Bree, c'est ce fameux demi-orc. Et on apprend dans cette version aussi que, effectivement, Saruman, bon, on l'avait déjà dit, mais commerçait complètement la feuille de l'angoulet, enfin la feuille à fumer. D'ailleurs, qu'il était complètement accro, mais qu'il le cachait à Gandalf. Il ne voulait pas le dire, mais c'est noté par Tolkien, vraiment. Il en fumait en cachette. Et qui faisait du commerce parce que ça lui rapportait de l'argent et des informations sur la comté. Quel orgueilleux petit personnage. Et donc voilà, ça c'est la seconde version plus officielle. Donc en fait il y a une version où c'est Grima qui leur apprend, une autre version où c'est Saruman qui a failli même vraiment revenir au bien à un moment, en tout cas dans un moment de faiblesse, demander à Gandalf son aide. Et tu avais une troisième version. En fait il y a une version qui change un petit peu... c'est juste un truc qui change, mais je ne l'ai pas noté parce qu'elle n'est pas importante. C'est juste un élément qui change. Je ne sais même plus te dire lequel, c'est pas important. Les deux premières versions se ressemblent très très fort. Et puis la version C, que je viens de vous dire, qui change vraiment le fait, puisque c'est plus Grima qui apprend, mais c'est Saruman qui l'apprend, puisque Gandalf est encore dans la tour. Ah oui, c'était ça. Ouais. Le grand changement, c'est ça. C'est que quand la première version, les Nazgûl arrivent, Gandalf fait déjà partie de la tour. Et donc c'est Grima qui leur apprend où est la comté. Et la seconde version... Gandalf était encore dans la tour. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vraiment le Mordor va savoir que Saruman est un traître. C'est parce que Saruman va leur dire que Gandalf lui a révélé des informations que lui ne savait pas que c'était en comté. Mais quand eux ils vont trouver l'espion, le gars qui fait du commerce, le demi-orc, il va leur dire que Saruman savait tout, cherchait des informations sur la comté, etc. Et c'est comme ça que Sauron va savoir que c'est un traître complet. Et donc Sauron à ce moment-là, dès le début en fait, même avant que les Nazgûl arrivent en comté, il sait que Saruman est un traître, mais il ne va pas décider de le punir tout de suite parce que il va avoir une certaine utilité fatalement. Il va à garder le secret de ce n'est pas pour rien qu'il envoie également lui-même ses troupes de Barad-dûr pour aller récupérer les deux hobbits et qui vont croiser celle de Saruman, et qui a visiblement il y a un souci entre ces deux troupes. Ils sont les deux ont le même objectif et ils savent très bien qu'ils sont pas envoyés par la même personne, et en même temps le but est le même. qu'il y a des frictions, etc. Et du coup, Gollum là-dedans, il est interrogé. Alors ça, Gollum là-dedans, qu'est-ce qu'il dit en gros, la comté Saquet. En fait, dans les premières versions, il ne dit même pas la comté. Il dit Saquet. Il dit pas Hobbit. Même il a jamais dit Hobbit parce qu'il sait même pas le mot Hobbit parce que c'était pas encore utilisé. Ça c'est dans la toute première version. Donc alors. Il dit Saquet. Et il dit, je crois qu'il dit juste la comté Saquet, mais il ne sait pas. Mais c'est vrai que tout ça a été remodelé parce que même dans le livre Le Hobbit, il se présente, je crois, différemment. Mais ça, quand ça a été remanié, que ça a été réécrit par Tolkien pour coller au Seigneur des Anneaux et que la jonction soit bonne, c'est qu'ils ont modifié certaines paroles de Bilbon. Ou dans les versions plus récentes, il se présente comme un hobbit de la comté, Bilbon Saquet, mais dans les premières versions, certainement que c'était pas aussi développé que ça, et Gollum était juste un random en fait. Et en fait, pour un peu le dessin de Gollum, s'expliquait aussi dans ces écrits-là. Donc effectivement, lui ne savait pas où se trouvait la comté du tout, Gollum, donc il dit Saquet la comté, ou Saquet, juste, et en fait, ou Hobbit, ou quelqu'un de son espèce, enfin je sais plus comment. En tout cas, Sauron comprend que c'est quelqu'un de son espèce. Un semi-homme quoi. Un semi-homme, mais pas que c'est la... Enfin, il sait pas où c'est la comté, et Gollum ne le sait pas non plus. Il va se faire capturer par les elfes, enfin par Aragorn, qui va l'emmener chez Thranduil, justement, en Forêt Noire. Il va s'échapper quand Sauron va essayer de venir le recapturer. Parce que les elfes, pris d'une grande bonté, vont le laisser se balader dans les arbres, des orques vont les attaquer. Et il va s'échapper, ça c'est expliqué par Aragorn. Et puis, il va s'échapper, il va repasser Londuin, et il va rentrer en Moria, et être bloqué en Moria. Et c'est effectivement dit dans ce texte-là, il va être bloqué dans la Moria par la porte. Et donc, c'est comme ça qu'il va retomber sur la compagnie, quand la compagnie va passer par la Moria. Mais voilà, c'est son destin. Enfin voilà, donc c'était les petites précisions que j'avais envie de donner. J'espère que ça aura été informatif et intéressant. Très ludique, toujours, et très intéressant. Espérons en avoir d'autres la prochaine fois. Bah oui. Écoutez, là je suis en train de lire La chute de Gondolin. Ma foi aussi passionnante, mais on avait déjà beaucoup parlé de la Gondoline, donc je sais pas si j'y reviendrai, mais ma foi, des livres intéressants, je vous les conseille fortement. Ben oui, et bien sur ce, nous arrivons à la fin de cet épisode, la fin avec un chapitre relativement court et pourtant un long épisode relativement long, tant mieux. On se retrouvera du coup la semaine prochaine avec, comme on l'a dit, le début du 4e tome. Donc on retrouvera notre ami Frodon et Sam. On les retrouve au final quasiment à l'endroit où on les a perdus. Donc on fait un retour à Landuin et près de l'Argonath et compagnie. Donc voilà pour quelques chapitres de long périple fastidieux
avec ces 2 hobbits qui n'ont pas encore rencontré Gollum, je pense. Non, toujours pas. Bientôt. Cela ne saurait tarder dans le labyrinthe de l'Éminuil. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On en profite pour évidemment remercier encore une fois toutes les personnes qui nous envoient des messages. N'hésitez pas, vous voyez, on se fait un plaisir de répondre à certains messages en live quand c'est intéressant d'en parler vraiment plus longuement. Mais en tout cas, parfois on répond aussi par message à vos questions donc ça nous fait vraiment plaisir. Et aussi évidemment à nos tipeurs, aux gens qui nous aident financièrement, un grand merci. Ça nous aide vraiment beaucoup. Ouais, ça nous fait plaisir. Et puis pour le reste, ceux qui n'ont pas cette envie, on vous rappelle évidemment que likez, partagez ou suivez-nous sur les réseaux, ça aide aussi quoi. Donc voilà, on fait ça un petit peu pour le plaisir tous ensemble, c'est des petits trucs qui peuvent bien nous aider. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Un grand merci à tous et à bientôt. À tout bientôt. Bonne semaine.